Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième live dédié donc aux techniques de recherche d'emploi. Je suis ravie de vous accueillir. Merci à tous. Merci, vous êtes très nombreux à participer donc à ce live. Je suis donc Karine Chassou, responsable de Talentis Horizon, filiale RH du groupe Icademy. Nous avons décidé de lancer ces webinars live pour vous aider, alumni, apprenants, à vous préparer justement donc aux entretiens d'embauche. C'est le sujet du jour. Et bien sûr, j'ai la chance d'accueillir Christelle Defoucault qui va donc se présenter. Christelle, je te laisse arriver sur scène et nous rejoindre. Hello tout le monde, bonjour Karine, ravie d'être avec vous ce soir. Bonjour Christelle. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il y en a, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je suis conférencière, formatrice sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi, également auteur de livres sur le sujet, et je suis un ancien recruteur, et c'est à ce titre que je vais vous donner tous mes petits secrets de recruteur, de méchants recruteurs, afin que vous réussissiez vos entretiens de recrutement. Tout à fait, c'est effectivement le sujet du jour. Alors, on a abordé d'autres thématiques sur le premier live que vous pouvez revoir en replay. Alors, quelques petites précisions techniques à tous nos participants. Donc, aujourd'hui, vous avez effectivement à votre droite donc plusieurs onglets à votre disposition pour participer à ce live. Le premier qui est le chat, qui va vous permettre d'échanger entre participants et de commenter entre vous effectivement certaines participations. Et surtout l'onglet questions, qui est vraiment dédié donc à Christelle et à moi. On va vraiment vous aider à répondre, enfin on va répondre à toutes vos questions donc sur la thématique de préparer et réussir ces entretiens d'embauche. Donc n'hésitez pas à tout moment à poser vos questions. Il y aura quelques sondages aussi durant le live, donc vous verrez, vous serez sollicité pour y répondre et voilà, je compte sur votre participation. Et nous avons aujourd'hui aussi donc Arnaud Merle en back office qui est donc modérateur avec moi et qui m'aidera effectivement si je n'arrive pas à voir toutes vos questions, qui m'aidera et qui m'alertera. Je vous promets que je ne vais pas m'étouffer aujourd'hui. On a tout fait pour qu'on soit dans les bonnes dispositions et que l'on puisse voilà, vous accompagner au mieux. Alors, Christelle, on a abordé une question essentielle sur ce premier live la semaine dernière. Donc, on a préparé nos outils, le CV, la lettre de motivation ou mail de motivation. Et puis, nos candidats, enfin nos participants ont été tellement efficaces qu'ils vont être sûrement appelés par des recruteurs. Alors, comment ça se passe? L'étape d'après, comment on doit se préparer justement à cette étape suivante? Je suis contactée par un recruteur suite à ma candidature. Donc, le fameux entretien téléphonique. Tout à fait. Alors, avant le Covid, on disait qu'il y avait environ 30% d'entretiens qui étaient des premiers entretiens, 30% d'entretiens qui étaient des entretiens téléphoniques. Pendant le Covid et après, je pense que le pourcentage a vraiment augmenté. Donc, il faut, c'est important, préparer ces fameux entretiens. Sachez qu'un appel d'un recruteur et un entretien téléphonique doit être considéré comme un véritable entretien. Alors, ce qui se passe souvent, Karine, et vous avez dû tous le remarquer, c'est que bien souvent, quand l'appel du recruteur arrive, on n'est jamais au bon endroit. Ce n'est jamais le bon moment, on n'est jamais au bon endroit et on ne sait pas quelle est l'entreprise, on ne connaît pas le salaire, on ne sait plus quel est le poste, on n'est pas dans de bonnes conditions. Donc déjà, moi, ce que je peux vous conseiller, si vous avez la possibilité, c'est de prendre l'appel, mais d'essayer de reporter le rendez-vous et de fixer un entretien téléphonique qui pourra se réaliser dans de meilleures conditions si c'est possible. Tout à fait. On l'avait évoqué un petit peu à la fin du premier live la semaine dernière. Il est vrai que voilà, il vaut mieux dire effectivement à ce potentiel employeur que vous n'êtes pas disposé dans l'immédiat à répondre aux questions, parce qu'il n'y a rien de pire pour un recruteur, comme je vous le disais la semaine dernière, d'entendre dire oh mais j'ai postulé à tellement d'offres qu'en gros je ne sais pas qui vous êtes. Donc la première impression, c'est vraiment très important. Donc effectivement, l'objectif c'est d'être prêt pour ce premier échange Et et après préparer donc l'entretien en face à face. Exactement. Alors, il peut y avoir des petites excuses pour dire, on peut dire par exemple, alors certains, je vous donne des excuses de candidats. Je ne dis pas que c'est bien, mais vous pourrez peut-être en choisir certaines. Il y a des candidats qui vont dire par exemple, je suis en train de conduire, est-ce que je peux me permettre de vous rappeler plus tard? Donnez-moi vos coordonnées, votre numéro de téléphone, est-ce qu'on peut fixer un rendez-vous? D'autres vont dire, je rentre en rendez-vous ou je rentre en entretien. Ça peut aussi vouloir signifier que l'on passe des rendez-vous, enfin que l'on a des entretiens. En tout cas, l'idée, c'est vraiment
réussir à récupérer les coordonnées du recruteur, voire de fixer un autre entretien. Alors, je vous alerte parce que les recruteurs sont assez fins. Ils vont vous dire, c'est pas grave si vous n'êtes pas disponible, je vous rappelle. Sauf qu'ils ne vous rappellent jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont une liste de 20, de 30 ou de 40 personnes et une fois qu'ils ont tout leur profil et qu'ils ont rempli leur agenda, ils ne vont pas prendre la peine obligatoirement de vous relancer. Donc, c'est vraiment à vous d'obtenir tout de suite le nom, le numéro de téléphone et d'essayer de fixer un entretien téléphonique. Et alors, pour passer un entretien téléphonique dans de bonnes conditions, à ce moment-là, une fois que vous avez votre date, que vous avez votre heure, je vous conseille vraiment de vous isoler dans une pièce, de faire sortir la famille, les enfants, les animaux, le téléphone, que ce soit une pièce qui soit suffisamment neutre, insonorisée, de pouvoir donc comme le recruteur ne vous verra pas, il développe son sens auditif, donc il va entendre. Donc, je vous conseille plutôt, par exemple, de vous installer sur une table, de mettre des papiers, des éléments concernant l'entreprise, de mettre des antisèches, pourquoi pas, des informations sur le poste, tous les éléments, tout ce que vous voulez dire, vous le mettez sur la table, mais faites attention à ces feuilles que l'on froisse et qui peuvent faire du bruit. Et vous serez dans un environnement plus professionnel, plus silencieux, et là, vous allez pouvoir beaucoup mieux gérer l'appel, comme si c'était un véritable entretien. Dernier petit conseil, enlevez les chaussures. Parce que quand on marche dans une pièce et qu'on tourne autour d'une table, nous, recruteurs, on développe, et je pense que tu fais pareil, Karine, on entend les gens arpenter, marcher, voire même taper du pied. Donc, il vaut mieux se déplacer en silence et comme ça, le recruteur va vous se fixer uniquement sur votre voix. Et là, je vous conseille de sourire parce que le sourire s'entend au téléphone. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a certains participants qui réagissent à juste titre et se demandent comment faire finalement pour reporter. Ici, on ne peut pas reporter. Ici, on sent effectivement, et ici, c'est quand même un appel que l'on sent très important. Voilà, comment réagir? Parce que certains disent, le report est donc risqué. Et c'est ce que tu évoquais, Christelle, on peut ne pas être appelé, on peut louper le coche. Donc, bien sûr, idéalement, c'est de proposer le report, mais si on ne peut pas, comment on peut le faire? Alors déjà, être toujours un peu prêt, c'est-à-dire que quand on sait qu'on risque d'être appelé quand il y a une entreprise qui nous intéresse, un poste qui nous intéresse, ça peut être bien d'avoir un petit carnet, avoir quelques notes sur soi, voire même les fiches de poste et d'avoir un dossier avec soi pratiquement tout le temps parce que ça peut permettre de répondre de façon immédiate à un recruteur. En tout cas, essayez d'être dans un endroit qui ne vous portera pas préjudice. Je pense par exemple, aux mamans d'école, aux mamans qui vont chercher leurs enfants à l'école. C'est arrivé très souvent qu'un recruteur appelle à ce moment-là et qu'on entende des bruits d'enfants et que ça rappelle à quel point un candidat peut être aussi une maman avec toutes les contraintes et les a priori qu'il peut y avoir autour des enfants. Donc, c'est vraiment essayer de s'isoler et peut-être de faire parler le recruteur, de poser une question ou deux questions, mais pas en effet comme pouvez-vous me rappeler exactement qui vous êtes parce que je te candidate tellement que je ne le sais plus, mais poser une question. Par exemple, ce qui marche bien, c'est de dire je ne vous ai pas bien entendu, pouvez-vous me rappeler le nom de votre entreprise ou j'ai mal compris votre nom, pouvez-vous me le redire parce que je suis à l'extérieur et il y a du bruit. Poser des questions pour pouvoir resituer le cadre du poste en fait et être mieux à même de répondre. Très bien, Christelle. Merci pour ces précisions. J'espère que ça a répondu à vous, nos participants, qui se posaient la question de comment reporter effectivement cet entretien téléphonique. Cela dit, ça me fait penser à une remarque que j'ai envie de faire. C'est clair que à partir du moment où nous sommes en recherche effectivement d'un emploi, d'une alternance, il faut être prêt en fait. C'est ça. La clé est dans la préparation, que ce soit dans la préparation du CV, comme on l'a vu la semaine dernière, comme là nous allons vraiment détailler tout l'aspect préparation de l'entretien, parce que finalement c'est comme se préparer à un examen, c'est comme se préparer à une épreuve sportive, c'est comme se préparer à un rendez-vous, quel qu'il soit. La clé est vraiment là, dans la préparation et donc dans la maîtrise en amont des informations. Alors justement, on va rentrer dans le cœur du sujet, donc sur cette notion de préparation, transition parfaite, disons, sur tout l'aspect, voilà, comment je me prépare à un entretien. Il y a différents aspects, la partie logistique, la partie argument que l'on va pouvoir développer tout au long de l'échange avec le recruteur. Donc,
Christelle, quel est le premier conseil que tu as donné donc, concernant la préparation d'un entretien d'embauche? Alors déjà, au niveau de la préparation, je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Notamment quand on est en déplacement, ça peut être bien d'avoir un listing des entreprises auprès desquelles on a postulé, d'avoir le nom de l'entreprise, peut-être le poste, éventuellement le salaire, une ou deux informations sur l'entreprise. De toute façon, c'est une sorte de fichier Excel, ça ne prend pas énormément de place, mais ça peut permettre tout de suite d'avoir accès à l'information. Ça, c'est une forme de préparation, c'est-à-dire avoir le bon outil entre les mains. Ensuite, dans la préparation, il y a différents types de préparation. Il y a euh, moi, en tant que candidat, comment je vais me préparer à la fois d'un point de vue vestimentaire, au niveau des accessoires que je vais amener, comment je vais me préparer sur mon discours. Il va y avoir en deuxième la préparation par rapport à l'entreprise. J'ai un entretien, qu'est-ce que je sais de cette entreprise et qu'est-ce que je sais du recruteur. Et il y a une troisième forme de préparation qui est une préparation un peu plus logistique, qui est de anticiper, d'aller sur les lieux, de reconnaître un peu le périmètre de l'entreprise, savoir comment je m'y rends, comment je me gare pour arriver au mieux en entretien. En tout cas, je te rejoins sur ce que tu as dit, Karine. La préparation est essentielle. On compare souvent, moi je dis souvent que la recherche d'emploi est un jeu. Et ça pourrait même être un jeu sportif. Et les personnes qui réussissent à gagner, ce sont les personnes les mieux préparées. Et ce qui change à notre époque, c'est que les entretiens sont rares, les entretiens ont beaucoup de valeur et ça vaut la peine de vraiment bien les préparer. Moi, j'ai connu une époque où on avait moins besoin de préparer les entretiens parce qu'on en avait beaucoup. Mais si on se dit, je vais à un entretien, à ce moment-là, je mets toutes les chances de mon côté pour faire en sorte que ça marche. Et si ça ne fonctionne pas, je n'aurai aucun regret parce que je serai allée au bout de ma préparation. Donc, je t'en Pardon. prie, Non, mais tout à fait, voilà, ça veut dire aussi, évidemment, si on y va en transport en commun, identifier effectivement la trajectoire que l'on doit prendre pour pouvoir être à l'heure, parce que voilà, il est très important évidemment d'être ponctuel lors d'un entretien d'embauche et pourquoi pas d'être en avance. D'ailleurs, par rapport à ça, une petite question, Christelle, combien de temps il faut être en avance sur un entretien d'embauche? Alors, j'ai interrogé les recruteurs à ce sujet parce que 5 minutes, c'est bien, mais un candidat qui arrive trop en avance, ça peut perturber toute l'organisation parce que il est là, on va le recevoir, on peut, en gros, il va mettre en difficulté le recruteur. Et rappelez-vous, ce qu'on a dit la dernière fois, c'est que le recruteur est votre allié. Donc, à aucun moment, vous ne devez le mettre en difficulté, vous devez lui faciliter la tâche. Si vous arrivez trop en avance, c'est pas bon. Si vous arrivez trop en retard, ce n'est pas bon non plus. Mais vraiment anticiper d'un point de vue logistique, par exemple, savoir où se garer. On a des candidats qui n'ont jamais pu avoir des entretiens parce qu'ils n'ont jamais réussi à se garer au moment Tout à fait. d'arriver à l'entreprise. Donc, ça, oui, tu voulais Alors, dire. non, mais du coup, je rebondis, excuse-moi, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à poser la question lors de l'échange téléphonique, lorsqu'on a un entretien, de dire très bien, pouvez-vous m'indiquer l'adresse? Donc, ne pas hésiter aussi à demander, à reconfirmer l'adresse avec le recruteur. C'est bien cette adresse-là à laquelle je dois me présenter. Pouvez-vous m'indiquer peut-être un parking proche? Moi, ça m'est déjà arrivé que des candidats, nos bureaux sont en centre-ville et effectivement, ils se posent la question de savoir où se garer. Donc, c'est tout à fait appréciable, je pense, pour le recruteur ben voilà, que le candidat se projette déjà dans effectivement comment je vais me rendre dans ce peut-être futur lieu de travail. Hein. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à poser la question. En tout cas, c'est tout à fait légitime de demander, je pense, hein, ces questions logistiques aux futurs recruteurs. Hein. Qu'en penses-tu, Christelle? Oui, tout à fait. Puis c'est une preuve de motivation. Et cette préparation, elle est importante aussi pour vous parce que plus vous allez anticiper, plus vous allez arriver avec un peu de temps, moins vous serez transpirant, moins vous aurez peur. L'entretien fait déjà assez peur comme ça. Et si on peut maîtriser ce qui est maîtrisable en amont, ça permet d'arriver dans de bien meilleures conditions psychologiques. Moi, je connais des anecdotes de candidats qui sont arrivés en retard et qui ont ensuite raté leurs entretiens parce que ce retard a généré une angoisse, a généré des maladresses et un certain nombre d'éléments qui ont fait que les entretiens ont échoué. Donc cette partie logistique est essentielle. Et puis bien entendu, la première, c'est de se préparer soi-même. Donc se préparer soi-même, c'est
savoir ce que l'on va dire, notamment dans ces fameuses premières minutes qui sont le pitch, quand le recruteur nous demande de nous présenter, de bien réviser en fait ce que l'on va dire et surtout en fonction du poste. Par rapport à soi-même, c'est aussi savoir répondre à des questions. Et alors, je voudrais aussi vous faire une petite part de quelque chose qui est un ressenti de recruteur. Parfois, on reçoit un candidat et on a l'impression, on lui pose une question et il se saisit de son CV, il le regarde pour nous répondre. Par exemple, on lui dit il y a 2 ans, vous occupiez quel poste et comment ça s'est passé, etc. Et le réflexe d'un candidat, c'est de regarder son CV un petit peu comme s'il ne connaissait pas son propre parcours. Donc, je ne sais pas si tu as pu l'observer en tant que recruteur, ce phénomène. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Alors, pardon, juste, je me permets, je vais te répondre, Christelle, mais juste par rapport à ce que je vois. Donc, vraiment, n'hésitez pas à utiliser le chat pour les commentaires que vous pouvez faire les uns et les autres et utiliser la partie questions pour les questions parce que ça nous permet à nous, effectivement, d'identifier voilà, vraiment les interrogations que vous avez et ça me permet de pouvoir vraiment identifier comment y répondre au mieux. Donc, j'ai vu effectivement, je reviens juste, pardon, Christelle, parce qu'il y a certaines interrogations sur la notion du retard. Alors, premièrement, effectivement, il ne faut pas être en retard, ça va de soi. Et aussi, quid des recruteurs qui nous reçoivent en retard. C'est vrai, Sanata, je vous rejoins effectivement. Ça peut arriver. Je pense que le recruteur peut avoir effectivement du retard à partir du moment où ici, il a prévenu ses collaborateurs que vous allez arriver, que vous êtes accueillis par quelqu'un, que la personne vous prévient que le recruteur va avoir du retard, qu'un café vous est proposé ou un verre d'eau. Ça, c'est aujourd'hui la base. Et si effectivement l'entreprise n'a pas ces réactions-là, bon, ben, on peut préjuger effectivement de l'accueil qui peut nous être fait. Mais en tous les cas, normalement, le recruteur, oui, il peut avoir du retard parce qu'il prend peut-être un appel téléphonique, même s'il est en train de tout faire pour vous recevoir à l'heure. Je pense que la moindre des choses, c'est qu'il s'excuse, en effet. Mais c'est vrai que le candidat, en effet, n'a pas le droit d'être en retard. Christelle, si tu veux Alors, rebondir. il vaut mieux tout faire pour ne pas être en retard, mais on peut arriver en retard. L'important, c'est de vraiment bien s'excuser et d'expliquer pourquoi on est en retard. Dans la vraie vie, on a tous nos failles et il y a des rendez-vous extrêmement importants que l'on va un petit peu manquer parce qu'on arrive en retard. Donc, ne vous dites pas que tout est fini. Ce qui va compter, c'est la manière dont vous allez présenter vos excuses et expliquer ce retard. Pour le retard des recruteurs, il y a une légende qui dit, moi je l'ai connue, cette légende qui dit, les recruteurs font exprès d'être en retard, comme ça, vous êtes dans la salle d'attente, hyper stressé, et ils sont là avec des caméras et ils vous observent pour voir quels sont vos gestes. Et là, je voudrais rassurer tout le monde parce que c'est vraiment une légende. Je ne sais pas si ça a été fait un jour ou pas, mais les recruteurs, encore une fois, ont autre chose à faire. Alors oui, ils peuvent être en retard. Pourquoi? Bah, c'est technique, c'est parce que tout au long d'une journée, surtout quand ils sont dans des processus un peu intensifs de recrutement, tout au long d'une journée, ils reçoivent des candidats. Il suffit qu'ils prennent 5 minutes de retard au premier rendez-vous, 5 minutes ensuite, etc. En milieu d'après-midi, ça peut faire carrément une demi-heure de retard. Et puis, il faut avoir, comment dire, un peu pitié d'eux aussi parce que il y a aussi des recruteurs qui acceptent de recevoir des candidats en retard. Et donc, quand ils reçoivent des candidats qui eux-mêmes sont en retard, ils vont eux-mêmes décaler leur propre rendez-vous. Donc, le retard est acceptable. C'est une période où on a quand même un peu plus de temps. Donc là, si je peux vous donner aussi un conseil, c'est de ne jamais prendre plusieurs entretiens de recrutement à la suite. C'est-à-dire que quand vous avez un rendez-vous avec un recruteur, il vaut mieux que ce soit le seul rendez-vous de votre demi-journée. Comme ça, quel que soit le retard de celui-ci, et en plus, si l'entretien se passe très bien et dure longtemps, vous n'aurez pas le stress du « zut, alors j'ai mon prochain rendez-vous que je vais rater ». Donc déjà, vous-même, ayez du temps. C'est une période, hélas, où quand on est en recherche d'emploi, on a un peu plus de temps. Donc, il ne se joue rien de grave si le recruteur est en retard. Et soyez, comment dire, beaucoup plus décontracté par rapport à ça. Après, il y a ce que tu as amené, Karine, comme notion, qui est la notion de respect de l'individu. Il peut y avoir des recruteurs qui vont abuser et qui vont être assez irrespectueux dans la manière de se présenter avec 45 minutes de retard, 1 heure sans s'excuser, bâclant un entretien à l'entrée très vite. Là, ce que vous devez vous dire, c'est est-ce que ce recruteur est juste un recruteur, c'est-à-dire un intermédiaire dans la chaîne du recrutement? Il est défaillant, mais quelque part, je m'en fiche puisque il ne fait pas partie de l'entreprise que je vise.
Ça, c'est la première chose. Ou alors, vous vous dites, le recruteur qui est face à moi, c'est mon futur collègue ou c'est mon futur manager. Et là, c'est un petit peu plus embêtant s'il manque de respect vis-à-vis de vous, s'il vous le maltraite, si il vous fait passer un entretien extrêmement rapidement. Et là, c'est là où il faut vous poser des bonnes questions. Mais ça aussi, c'est un de mes conseils, c'est ayez le réflexe de toujours vous dire, quand vous êtes face à quelqu'un, de vous poser la question, qui est-il? Ça peut être un pion dans un processus de recrutement ou ça peut être votre futur manager. Et votre attitude et votre décision doit tenir compte justement de ça, de qui il est. Moi, je peux vous donner un exemple. J'ai une candidate qui m'avait fait part d'une mésaventure sur les réseaux sociaux. Elle avait un entretien normalement qui était prévu de, je crois, 45 minutes et le recruteur est arrivé avec 40 minutes de retard. Il a reçu et il lui a dit, ben voilà, l'entretien va durer 5 minutes. Vous avez 1 minute pour vous présenter. J'ai 1 minute pour vous parler du poste et les 3 minutes qui restent, on va se poser des questions et se dire au revoir. Là, c'est irrespectueux parce que c'était sa faille à lui et sa défaillance à lui et il a reporté ça sur l'entretien. Et comme ça allait être le futur manager de ma candidate, elle s'est dit, bon, ben, je ne souhaite pas travailler avec une personne de ce type. Par contre, évidemment, dans ces cas-là, il faut rester malgré tout le plus courtois et le plus poli possible et voilà, acquiescer et partir et se dire de toute façon que ce n'est pas l'entreprise dans laquelle nous pourrons nous épanouir parce qu'il n'y a pas les valeurs humaines que l'on recherche donc par rapport à cet accueil. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. Alors, il y a des questions sur le CV, la lettre de motivation. Je suis navrée, on n'y répondra pas forcément aujourd'hui, mais on pourra de toute façon vous donner accès au replay, bien entendu. Alors, tu parlais, Christelle, effectivement, du candidat qui arrive en entretien, qui est avec son CV, et le recruteur pose une question et le candidat va lire son CV. Alors, effectivement, ça rejoint cette notion de préparation, puisque nous allons effectivement parler de réussir les premiers instants et aussi la notion de réussir son pitch. Donc, on va déjà parler effectivement de réussir les premiers instants. Donc, on est déjà, avant d'être assis face au recruteur, on est passé de la salle d'attente à je suis installée et je vais pouvoir me présenter. Il y a quand même une étape entre les deux. Donc, ces fameux premiers instants, cette fameuse première poignée de main, ce premier regard, ce premier sourire. Voilà, est-ce que tu as quelques conseils à donner par rapport à ces premiers instants? Oui, alors Karine, avant de traiter des premiers instants, j'ai omis de vous parler on a parlé de la préparation, tu sais, se préparer par rapport au CV, à ce que l'on va dire, se préparer par rapport à l'entreprise. Il y a aussi cette notion de prenez énormément de renseignements sur l'entreprise. Si vous la connaissez, renseignez-vous sur l'entreprise. Si vous ne la connaissez pas, renseignez-vous sur la personne qui vous recrute. Si c'est un cabinet, renseignez-vous sur le cabinet. L'annonce, regardez énormément l'annonce et tout ce qu'il y a dessus. Plus vous serez renseigné, plus vous serez informé, plus vous serez en situation de confort et plus ça montrera au recruteur aussi que vous êtes motivé. Un candidat qui s'est vraiment renseigné, qui est allé sur le site, qui est allé sur les réseaux sociaux, qui est capable de me parler de mon entreprise, c'est un candidat qui va beaucoup plus m'intéresser que quelqu'un qui a l'air de débarquer. Donc ça, c'était aussi pour les renseignements et ça va rentrer dans la première impression quand on parlait de la préparation, la tenue vestimentaire. Alors, je sais que moi, j'ai certains candidats qui me disent, mais vous savez, moi, la tenue, après tout, je veux qu'on me recrute pour mes compétences, je veux qu'on me recrute pour ce que je suis et pas qu'on tienne compte de mon image. Et je leur dis, dans l'idéal, c'est vrai, sauf que le recruteur n'a qu'une seule heure pour vous juger. Il n'est même pas capable de vous juger en entreprise. Donc, il va vous juger sur les éléments qu'il a. Quels sont les éléments qu'il a? Ça va être des éléments vestimentaires, ça va être ce que vous allez lui dire et ça va être ce qu'il a sous la main pendant l'heure dont il dispose. Donc, la tenue est vraiment essentielle. Moi, je vous conseille une tenue neutre, professionnelle et ce que j'appelle lisse, c'est-à-dire qui permettent au recruteur de ne pas s'attarder sur un détail et de plutôt se concentrer sur ce que vous allez dire. Tu vois, par exemple, là, si j'avais une sorte de gros bijou, on pourrait se fixer sur mon bijou. Bon, là, j'ai un pansement, je lève le bras, je suis sûre qu'à chaque fois que je vais lever le bras, tout le monde va se dire, tiens, elle est blessée et ne va pas écouter ce que je dis. Et c'est pour ça que quand on regarde, par exemple, les hommes politiques, la manière dont ils sont habillés, vous remarquerez que c'est toujours extrêmement neutre. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de goût, ils ressemblent tous, entre guillemets, à des pingouins. C'est tout simplement parce que ils sont tellement lisses que l'on se fixe uniquement sur leurs propos. Et ça, c'est important, Karine, dans la préparation et ça va être du coup important dans la première impression aussi.
Tout à fait. Alors, oui, c'est pour ça, je pense que tu as raison. Il faut peut-être rappeler donc cette notion de préparation. D'abord, préparer effectivement le lieu, comment je m'y rends, quel moyen de transport je vais utiliser pour effectivement être le plus ponctuel possible, quelle tenue je vais préparer effectivement qui est la plus appropriée par rapport au poste visé. Si c'est évidemment un poste avec de l'accueil de clientèle, avec ou alors dans la banque, hein, on sait qu'il y a certains secteurs qui ont encore certains dress codes effectivement hein, qui sont à respecter. Bien entendu, préparer donc le maximum d'informations liées à l'entreprise, à ses actualités. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à Google, nous pouvons effectivement obtenir beaucoup d'informations et aussi au réseau professionnel. Et aussi, bien entendu, préparer effectivement, donc là, si je ne me trompe pas, Christelle, on va se diriger tranquillement vers la notion de pitch entre effectivement l'offre d'emploi, hein, donc bien préparer en amont toutes les compétences qui sont attendues par rapport au poste que nous visons. Et donc, nous allons rentrer dans la première phase effectivement d'un entretien d'embauche qui est la fameuse question, parlez-moi de vous. Alors, Donc, parlez-moi de vous. Et alors, du coup, il faut que je revienne à la première ah, impression, puisque je t'avais coupé, c'est ma faute, hein. Donc, sur la notion de première impression, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est ce qu'on disait avant. On disait dans la première impression, ça va être le regard, le sourire, la poignée de main. Maintenant, il n'y a plus la poignée de main. Et ce qui risque de se passer aussi, alors ça c'est très bien, parce qu'il y avait les jugements des recruteurs qui allaient avoir des a priori sur une poignée de main molle, ou quelqu'un qui nous broyait la main, on se disait oh là là, mais pourquoi est-ce qu'il me broie la main, ou qui avait des mains moites, est-ce que ça veut dire qu'il a peur? Donc finalement, cette poignée de main ne va plus être un obstacle. On disait ce qui est important également, c'est le sourire. Il y a beaucoup d'entretiens où les gens vont être masqués et quelque part c'est bien aussi puisque c'est le respect des gestes barrières. Donc dans la première impression, ce qui va rester, c'est le regard. Mais il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. On voit le sourire dans un regard, on voit l'intérêt. Nous, on appelle ça, quand on est recruteur, les yeux qui pétillent. On remarque les yeux qui pétillent d'un candidat, les yeux qui brillent parce que ce sont des yeux de motivation, des yeux d'intérêt, des yeux de dynamisme. Et dans la première impression, ce qui va compter, évidemment, peut-être derrière le masque, ça va être la voix, la modulation, les premiers mots et la manière dont on va se tenir. Et là, je voudrais aussi vous alerter, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez chez les recruteurs, vous êtes dans son espace à lui. Et là, il faut que vous respectiez ses codes et que vous soyez dans l'observation. Je vous donne des exemples. Quand on est par exemple en Espagne, les gens sont beaucoup plus près les uns des autres et on n'accueille pas de la même manière qu'on va accueillir dans un pays anglo-saxon. Et les personnes sont toutes différentes et les recruteurs aussi. Donc, vous rentrez dans l'espace du recruteur, observez son espace et attendez qu'il vous accueille finalement dans son espace. Ne cherchez pas nécessairement à meubler les silences. Moi, je le vois, je l'ai vu souvent, quand un recruteur amène un candidat à son bureau en marchant dans un couloir, on a le candidat qui va dire, parce qu'il se dit qu'il faut qu'il meuble le silence, vous avez des beaux locaux, hein, les tableaux sont géniaux et la moquette est top, etc. Et ça montre une certaine forme de maladresse. Je dirais qu'il faut rester serein et attendre que le recruteur nous laisse la place et nous donne la parole. Là, on est dans, je pense, la réussite des premiers instants. De la même manière que, avant de vous asseoir, attendez que l'on vous propose de vous asseoir, regardez un petit peu l'espace et ne commettez pas de bévues ou de gaffes. Moi, je sais que j'en ai fait une quand j'étais plus jeune. Un recruteur me demande de me faire entrer dans un bureau. C'était une grande boîte de communication. Il me dit asseyez-vous, je m'assois et il restait debout. Et donc, à l'époque, on disait c'est peut-être un piège, etc. Donc, j'attends. Il restait toujours debout. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, je regarde avec un grand sourire et je lui dis, vous ne vous asseyez pas? Et là, il me répond, je veux bien, mademoiselle, mais vous êtes assise à ma place. Et en gros, c'était le PDG d'une entreprise de communication. Je m'étais assise à la place du chef. Lui a trouvé ça, je dirais peut-être mignon et drôle, sauf que moi, ça m'a perturbée dans tout l'entretien et j'ai raté ce poste à cause de ça, parce que je me suis précipitée. d'accord. Donc vraiment, on attend que le recruteur nous propose de nous asseoir. Ça reste d'actualité, hein, cette règle-là. Et observe son espace, ça peut être aussi un espace où il y a du Bien sûr. monde. Les espaces ont changé.
Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors justement, ça permet aussi d'identifier l'environnement, hein. Si c'est un bureau personnel, on peut voir certaines photos ou certaines choses qui peuvent nous indiquer des passions aussi, hein, du recruteur. Ça, c'est une petite astuce, hein, ça peut servir dans beaucoup de domaines. C'est vrai que c'est toujours bien d'observer effectivement ce qui nous entoure. Alors, on a quelques questions que je n'ai pas pu te poser. Alors peut-être que tu ne vas pas y répondre maintenant, mais en tous les cas, sachez que je lis toutes vos questions et j'essaye vraiment, voilà, d'y répondre au fur et à mesure. Donc, on parlait, Je les vois tu également. les vois Et également. attention, Tanguy, vous ne devez pas répondre aux questions. Vous devez aller sur le chat, Tanguy. Je Voilà, vous s'il vous vois, plaît. Tanguy. Vous êtes dans l'espace des questions. Les questions, c'est pour moi. Voilà, tout à fait. Alors, on a effectivement une question sur le dress code pour une femme. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça, Christelle? Est-ce que tu as un conseil en particulier? Alors, le dress code pour une femme, attention aux jupes, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut être assis. Hmm, J'ai vu des femmes se c'est vrai. retrouver assises sur un pouf en grain. Donc, quand on est avec une jupe sur un pouf en grain ou sur un tabouret un peu haut, ça peut être délicat. Donc, attention aux jupes, attention aux escarpins si on n'est pas habitué d'en porter. Ce qui est bien aussi, quand même si on dit ayez une tenue professionnelle, une tenue neutre, une tenue lisse, il faut une tenue dans laquelle on soit à l'aise parce Tout que à c'est fait. quand même nous qui allons mener notre entretien, donc c'est quand même une tenue qui nous ressemble, et c'est pour ça que c'est bien de la tester. Donc pareil pour mesdames, si vous n'êtes pas habitué à vous maquiller, ne vous maquillez pas pendant l'entretien parce que vous ne serez pas à l'aise. Il faut quand même être soi, tout en respectant le recruteur et en se disant, en fait, dites-vous toujours ça, un petit peu comme on l'avait fait pour le CV, la photo sur le CV dont on a parlé dans le live. Demandez l'avis des autres. Est-ce que Hmm, ma tenue est bien? Vous c'est vrai. demandez à votre conjoint, à vos amis, est-ce que tu trouves que ma tenue est professionnelle pour un poste d'assistante de direction? Est-ce que tu trouves que ma tenue me convient pour un poste de community manager ou est-ce que j'ai l'air d'être un petit peu trop stricte, etc. Pensez à ça et ne pensez pas. Alors, il y a la tenue pour un métier, mais il y a des métiers dans lesquels on n'a pas du tout besoin, entre guillemets, d'être habillé, sauf que en tout cas, durant l'entretien, il faut être un petit peu habillé. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut venir en costume cravate pour un poste d'ingénieur s'il y a aucun contact avec le public. Mais essayez de trouver le juste milieu. Et Karine, on parlait tout à l'heure du repérage. Il y a certains candidats qui se présentent devant l'entreprise quelques jours avant pour voir où se garer et comment arriver à l'entreprise et qui regardent le dress code, qui regardent les gens sortir C'est très malin, en effet. Hmm, en se tout disant à est-ce fait. qu'ils sont habillés cool, pas cool, etc. Et donc je dirais pourquoi pas. Bien sûr. Donc là, on a traité de ces premières impressions liées à la tenue. Et du coup, est-ce que tu veux que je réponde à la question sur le pitch? Alors oui, oui, on va y arriver. Effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de cette thématique de l'entretien. Alors, alors, je vais te donner voilà quelques questions et puis on y répondra au fur et à mesure. Donc, il y a des questions effectivement sur le fait que parfois on peut être face à plusieurs personnes et nous sommes seuls face en tant que candidat. Donc ça, on va y répondre un petit peu plus tard, effectivement, lorsqu'on va aborder la question de comment je réponds aux questions, comment ça se passe, etc. Il a été posé la question aussi de savoir est-ce qu'il y a une différence finalement entre un entretien pour une alternance ou pour une offre d'emploi. Je dirais que non, il n'y a pas de différence, c'est juste l'objectif qui est différent, mais en soi, les conseils sont tout à fait adaptés pour les deux situations et si tu as des choses voilà, à rajouter, Christelle, tu n'hésites pas. Et on me parlait aussi, enfin on parlait, pardon, effectivement au niveau du regard. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu vas aborder tout de suite sur la notion de je soutiens le regard Oui, ou est-ce alors que ça sera plutôt l'aspect je réponds aux questions? on va pouvoir le traiter et puis ça va permettre aussi de traiter le sujet de plusieurs recruteurs dans une pièce. Alors, le maximum, ça a été pour une candidate, 7 recruteurs face à elle. 7, c'est énorme. Moi, j'ai eu Ah jusqu'à oui. 5. 7 recruteurs, quand on dit qu'il faut regarder tout le monde dans les yeux, c'est juste impossible parce qu'on fait ça tout le temps. Donc, c'est vrai que c'est un conseil que l'on donne de regarder le recruteur en face. Attention néanmoins à ne pas le fixer. Parce que moi, j'avais ça, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, des candidats qui arrivent, on leur a dit, vous regardez le recruteur et ils vous fixent comme des psychopathes du début à la fin de l'entretien et ça fait presque peur. Donc, c'est nuancé. Je regarde dans les yeux, je peux regarder mes notes, je regarde dans les yeux. Et quand il y a plusieurs recruteurs, le réflexe que l'on a en tant qu'être humain, c'est qu'on cherche son allié. Donc, ils sont par exemple 2 ou 3 et on se dit, tiens, lui, il a l'air sympa, je le regarde lui, il me sourit, etc. Et c'est pas bon.
parce que notre allié n'est pas obligatoirement celui qui a l'air gentil, parce que parfois il Mmh. y a des jeux de rôle. Et là, il faut quand même essayer de balayer, alors sans bouger comme ça, mais regarder celui qui nous parle, regarder celui qui nous pose la question, essayer d'observer celui qui opine, du chef, celui qui sourit. Voilà, donc le regard est essentiel. Et puis, imaginez que l'on ait un masque, beaucoup de choses vont se passer au niveau du regard. On a des En effet. candidats, alors ça c'est difficile parce qu'on ne sommes pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des personnes très timides qui ont du mal à fixer dans les yeux. C'est difficile aussi pour les personnes autistes parce que quand on discute avec elles, vraiment, elles sont de remarquables professionnels, mais par contre qui ont une réelle difficulté à appréhender l'autre et à le regarder dans les yeux. Donc ce n'est pas un exercice très facile, mais si on peut, il faut quand même essayer de le faire parce que beaucoup de choses se jouent dans les yeux. Tout à fait, Et tout à alors, fait. par rapport à ta question, parce que j'ai vu que ça ressortait dans les questions, dans le fil des questions sur pouvez-vous vous présenter ou présentez-vous Oui. rapidement. C'est souvent, on est dans les premiers instants aussi, parce que c'est souvent une des premières questions qui arrive. Avant, dans les entretiens, ce qui se passait, c'est que le recruteur vous introduisait dans son environnement, vous faisait asseoir, vous mettez à l'aise et souvent se présenter le poste et présenter l'entreprise. Mais ça, c'était avant. Et maintenant, le jeu est corsé parce que le recruteur, vous n'êtes pas sitôt assis sur le pouf en grain, sur la licorne ou sur le tabouret ou dans un vrai siège, qu'il va tout de suite vous demander, pouvez-vous vous présenter? Et si on n'a pas préparé en amont cette question, la tendance que l'on va avoir et que j'ai vu dans les questions qui étaient listées, ça va être de se présenter en mode réflexe et de donner son prénom et son nom de famille, alors que ça ne sert à rien puisque le recruteur les a puisqu'il nous a reçus. Ça va être de donner son âge. On a tendance à le faire en mode réflexe. Et nous, les femmes, ce que nous faisons en plus en mode réflexe, c'est qu'on dit souvent j'ai 3 enfants. Je parle en mode réflexe. Et après, la tendance, ça va être de se présenter de façon chronologique. C'est-à-dire qu'on récite son CV du début de nos études, poste par poste. C'est pas très embêtant pour des jeunes qui ont un parcours plutôt réduit. Quand on est en reconversion professionnelle et qu'on a un parcours un peu long et qu'on récite toute notre vie professionnelle au recruteur, c'est embêtant parce que comme il a le CV sous les yeux, en gros, on lui dit qu'il ne sait pas lire et on lui lit notre CV. Et surtout quand on lit notre parcours et qu'on est en reconversion, on lui montre à quel point notre parcours antérieur est éloigné de ce que l'on veut faire aujourd'hui. Et quand on est étudiant, si on commence justement de façon un peu chronologique, on peut lui montrer à quel point on n'a pas d'expérience. Et c'est tout l'art du pitch. Donc, Karine, je reprécise peut-être ce qu'est le pitch, parce que c'est un mot que l'on entend beaucoup dans le domaine du recrutement, mais je ne sais pas si tout le monde connaît la signification exacte de pitch. Tu as tout à fait raison. C'est effectivement un terme que moi-même j'ai appris il y a à peine 2 ans lorsque je me suis intéressée aux startups parce que c'est souvent effectivement quelque chose qui est utilisé pour des jeunes entrepreneurs de vendre leur entreprise pour rechercher des financements. Mais finalement, on se rend compte que ça se décline tout à fait pour un candidat. Et donc, alors bah, voilà, Christelle, effectivement, tu vas pouvoir y répondre. Comment on présente ce fameux pitch? À quoi ça correspond? Comment ça se passe? Alors, le pitch, déjà, ce que ça signifie, c'est issu du terme anglo-saxon pitch, qui veut dire bande-annonce. Donc, on dit souvent quel est le pitch de ce film, quel est le pitch de cette pièce de théâtre. En gros, c'est la bande-annonce. La bande-annonce, c'est le résumé du film ou de la pièce de théâtre, mais de façon à donner envie. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les bandes annonces des films nous donnent toujours les meilleurs moments. Et parfois, on va voir le film et on se dit, mais finalement, il n'était pas si génial que ça, ce film. Ce qui était bien, c'était la bande annonce et après, on peut être déçu. Et c'est l'idée du pitch. L'idée du pitch, ce n'est pas de raconter toute notre vie, c'est de raconter, de donner des éléments qui vont donner envie aux recruteurs d'aller plus loin dans les questions. Et donc là, si je peux reprendre la question de Marlène qui dit comment Oui, j'allais combler, y répondre. voilà, Tout comment à fait. combler un manque d'expérience dans un pitch. Justement, dans le pitch, l'idée n'est pas de commencer par le début. Le début et puis le côté chronologique, c'est sur un CV. Et sur un CV, ça se voit. Dans le pitch, il faut démarrer par la fin.
Il faut démarrer par ce qui intéresse. C'est-à-dire, je postule aujourd'hui au poste d'assistante de direction pour une alternance. On démarre par ça. J'ai une expérience de temps, ça peut même être des mois, et on démarre en fait au présent. Et on démarre par ce pourquoi on est là aujourd'hui. On démarre en fait par la fin. Le cheminement pour arriver jusqu'à la fin n'est pas conseillé. Et quand on a zéro expérience, on démarre par sa formation. Je suis en formation de reconversion vers un poste d'assistanat de direction et hop, et on décline le pitch. Et dans le pitch, dites-vous que en général, ça ne doit pas durer 3 minutes parce que 3 minutes, c'est le temps maximum d'attention d'un recruteur avant la première coupure. Et souvent, on s'endort même avant. Et donc, en 3 minutes, vous n'allez pas tout dire, mais vous allez dire ce qui est essentiel au recruteur. Et pour des personnes plus seniors qui ont beaucoup d'expérience, le pitch est très difficile parce qu'on a envie de tout dire. Et si c'est comme dans un CV, si on dit tout, on va balayer l'essentiel, enfin, on va effacer ce qui est essentiel. D'accord, Christelle. Bah, écoute, merci pour ces précisions. Donc, alors, effectivement, c'est un petit peu ce qui se passe en premier lieu. Le recruteur nous demande de nous présenter. Donc là, nous avons effectivement ce fameux pitch qui nous permet de donner une image synthétique et de donner un teaser et d'inciter le recruteur à nous poser des questions. Finalement, l'objectif de ce pitch, c'est de tendre des perches au recruteur, donc de bien choisir aussi de fait les éléments de teasing que nous allons apporter, d'où la notion de préparation en amont de ce fameux pitch pour pouvoir faire valoir, comme tu le disais, c'est justement ce qui est en lien avec l'annonce à laquelle donc nous avons répondu et c'est pourquoi nous sommes face à ce recruteur. Alors, on va arriver effectivement à cette partie-là de comment je réponds aux questions. Donc déjà, est-ce que voilà, une fois que le pitch a été réalisé ou la présentation, est-ce que tu peux nous donner pardon des exemples de questions qu'un recruteur peut poser et comment y répondre, voilà, comment se positionner? Alors déjà, je voudrais juste revenir un petit peu sur le pitch. Du pitch vont dépendre les questions. C'est-à-dire que, et ça vraiment, je parle sur des candidats accompagnés sur énormément d'années, donc c'est des milliers de candidats et même des milliers de candidats interrogés sur les réseaux sociaux. Si vous faites un bon pitch, le recruteur va se dire « Waouh, j'ai le bon candidat ». Et les questions qu'il va vous poser ensuite vont être des questions pour qu'il se conforte que vous êtes le bon candidat. Si vous faites un pitch bof, moyen, il va vous poser des questions plus difficiles pour vous mettre en difficulté et pour se dire j'ai raison de penser qu'en première impression, ce n'est pas le candidat. Donc, si vous deviez soigner un seul moment de l'entretien, c'est ce pitch. Et quand on parlait de préparation tout à l'heure, je vous conseille vraiment de l'écrire, le pitch, de l'écrire sur un ordinateur, de l'écrire, de commencer. Alors, il faut affronter la page blanche, vous démarrez et ça commence par je suis. On est plutôt, c'est qui est-ce que vous êtes à l'heure actuelle? Je suis consultante en recrutement, je suis contrôleur de gestion. Et si on n'a pas encore le poste, entre guillemets, je suis une formation de contrôleur de gestion ou le domaine du contrôle de gestion m'intéresse. Mais vous démarrez au présent par ce qui vous intéresse et vous déclinez dans votre pitch ce qui correspond au métier et ce qui correspond au poste. L'avantage de le faire sur ordinateur, c'est que mettez les idées telles qu'elles arrivent et vous y revenez tous les jours. Et après, vous allez ordonner vos idées. Et ensuite, vous allez pouvoir faire lire ce pitch aux gens de votre entourage. Vous allez pouvoir profiter des enseignants, de vos collègues, de maîtres de stage, de votre famille. Faites-leur lire le pitch et essayez de voir s'ils comprennent ce que vous recherchez, mais surtout ce que vous pouvez apporter. Et c'est ça qui va être essentiel dans le pitch. Le pitch doit être vendeur, rappelez-vous de la bande-annonce. C'est pas tant je recherche un poste de, c'est pour le poste de, voilà ce que je peux apporter. Et quand on est étudiant et qu'on a peu d'expérience, c'est là où on va mettre en avant les soft skills, où on va mettre en avant les centres d'intérêt qui ont permis de développer tel et tel point, qui sont intéressants par rapport au poste. C'est là que l'on va développer des modules de formation qui vont intéresser le recruteur. Donc, le pitch va être adapté. C'est un peu comme le CV, il va être aussi adapté à chaque poste. Le pitch est essentiel dans l'entretien parce que je vous assure qu'il détermine
la suite de l'entretien. Alors tout à fait, comme tu le dis si justement, autant le CV bien sûr est tout à fait personnalisé à l'annonce, mais là c'est pareil, le pitch doit être personnalisé au poste auquel nous postulons, hein, enfin auquel nous avons cet entretien. Et alors justement, il y a des questions sur est-ce qu'on peut avoir un exemple de pitch? Alors, Est-ce que tu peux oui, pitcher en live, bien sûr. Christelle? Donc, bon, vous êtes très nombreux. Alors là, on est en train de battre le record de recruteurs, puisque j'ai vu que dans les commentaires, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y avait eu 13 recruteurs face à lui, je crois 11 ou 13. Donc, imaginons que vous soyez tous des recruteurs. Donc, je vais vous demander de jouer le rôle de recruteur. On va dire que vous êtes des recruteurs dans un cabinet qui accompagne les chercheurs d'emploi, ce qu'on appelle un cabinet d'outplacement. Et Pôle emploi est votre client et vous envoie des chercheurs d'emploi qu'il faut accompagner vers l'emploi. Et vous cherchez un consultant en accompagnement, un consultant en insertion. Et donc, je vais me présenter à vous et pitcher mon projet. Donc, j'ai l'entretien, je me retrouve face à vous tous et je vais devoir me présenter. Je voudrais le faire d'une première façon, la façon non préparée, et puis ensuite vous le faire de façon plus préparée. Si je le fais de façon non préparée, je vais arriver, vous me posez la question, pouvez-vous vous présenter rapidement? Le premier truc que je vais vous dire, c'est je m'appelle Christelle de Foucault. Ça vous fait une belle jambe puisque vous m'avez invité à cet entretien et vous savez que je m'appelle Christelle de Foucault. Le deuxième élément que je vais vous dire, j'ai 55 ans. Alors là, au secours, vous vous dites c'est une senior, elle est vieille, elle est trop vieille, elle ne sera pas alerte avec les nouvelles technologies, elle est trop chère. Et il y a tous les a priori sur le senior qui arrivent. Et la troisième erreur que je vais commettre, puisque je suis une femme, c'est que je vais vous dire j'ai 3 enfants. Et hop, tous les a priori par rapport aux enfants. Et ensuite, je vais décliner mon pitch de façon chronologique et vous dire j'ai fait une école de commerce, je suis rentrée dans les télécoms en tant qu'ingénieur commercial et je vais vous décliner mon parcours de façon chronologique. J'ai fait de la vente, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la communication. Et plus je parle, plus je suis contente de moi-même parce que nous sommes tous contents de nos parcours. Et plus vous vous dites, mais quel est le rapport avec consultante en insertion? Et je vais vous raconter tout ça jusqu'au moment où je vais vous dire, et puis à un moment, j'ai été recruteur. Et là, waouh, ah ben oui, elle a été recruteur, donc si elle a été recruteur, elle peut être une bonne consultante en accompagnement, sauf que quand je vais vous le dire, vous serez déjà endormi et ça sera déjà trop tard. Donc maintenant, si je devais le faire bien, voilà ce que je ferais. Je dirais, je suis consultante en accompagnement depuis 10 ans ou depuis 20 ans. Si je ne veux pas dire consultante en accompagnement, je pourrais dire je suis dans l'accompagnement des candidats, dans l'accompagnement à l'insertion depuis tant d'années. N'hésitez pas à utiliser les années, ça a beaucoup de valeur. Autant que j'ai 55 ans, ça a zéro valeur, autant le fait d'avoir 20 ans ou 10 ans d'expérience dans un domaine, ça prend son sens. Tu voulais dire un truc? Oui, alors qu'est-ce qu'on dit quand on n'a pas d'expérience? Eh bien, je suis, on est toujours dans le jeu, je suis. Hein. Alors, déjà, ne pas avoir du tout d'expérience, c'est quand même assez rare. Mais si on n'a Oui, pas. mais dans le métier que l'on vise, par exemple. Alors, dans le métier que l'on vise, à ce moment-là, il faut démarrer par sa formation. C'est plutôt D'accord, ça. C'est, d'accord. je Il y a suis 2 options. actuelle. Il y a 2 options. C'est soit on a une expérience et on démarre par le métier. Si on n'a pas d'expérience et qu'on est en reconversion, on démarre par la formation. Donc, D'accord. ça peut être, je suis dans le domaine de l'insertion ou je suis en train de suivre une formation en insertion professionnelle. Et comme ça, on explique qui on est. Est-ce qu'on peut partir de l'objectif aussi? Alors, faites attention à l'objectif parce que l'objectif, c'est le vôtre et Mmh. le recruteur Pas faux. se moque complètement de ce que vous voulez. Ce D'accord, qui très bien. l'intéresse, c'est ce que vous pouvez lui apporter. D'accord, OK. Donc, à chaque fois, donc on reprend l'exercice du pitch. Je suis consultante en insertion professionnelle depuis 10 ans ou 20 ans. J'accompagne et là, on décrit ce que l'on fait, mais pas toute sa vie. Juste ce qui est demandé dans le poste ou ce qui va déclencher un vif intérêt chez le recruteur. J'accompagne une centaine de candidats tous les mois vers l'emploi. Je les aide à écrire leur CV, etc. Et on décrit ce que l'on fait, mais pas tout. Et D'accord. surtout, quand vous décrivez ce que vous faites, décrivez ce que vous aimez. Par exemple, moi, quand j'étais consultante en accompagnement, j'aimais beaucoup faire des CV, préparer les gens à faire des entretiens. Je détestais l'administratif. Or, il y en a beaucoup. Mais sauf que si je commence à dire, dans mon métier, il y a une grosse gestion des dossiers administratifs, etc., je m'éteins. Parce que comme je n'aime pas,
Il n'y a pas mes yeux qui brillent. Les yeux qui brillent et la voix qui porte se jouent quand on aime. Donc, vous décrivez uniquement ce que vous aimez. Et par contre, vous pouvez aller chercher dans le passé des éléments qui sont un plus. Par exemple, je suis dans l'accompagnement des chercheurs d'emploi, blablabla, voilà ce que je sais faire. Le fait d'avoir été commercial pendant un certain nombre d'années avant fait que je connais bien le monde des entreprises et que je sais bien quelles sont les attentes d'un client et j'ai appliqué les techniques de vente aux entretiens de recrutement. Le fait d'avoir travaillé dans le marketing m'a appris à rédiger. J'utilise ces compétences d'écriture et je les mets à la disposition des chercheurs d'emploi. En gros, c'est faites comme dans les bandes annonces, des flashbacks. Mmh. Et pour les étudiants, c'est possible aussi. Un étudiant Oui. qui suit une formation peut tout à fait dire, imaginons que ce soit une formation pour l'accompagnement des personnes, le fait d'avoir animé, fait des formations dans le cadre de tel sport fait que je sais fédérer des gens. Je sais trouver les forces en chacun pour les pousser vers le meilleur. Le Mmh. fait de, vous voyez, c'est ça. Alors là, c'est une répétition, l'idée du le fait de, mais on va chercher en arrière des éléments. Et D'accord. surtout, attention, par exemple, moi, je parle anglais-espagnol. Si je commence à dire que je parle anglais-espagnol alors que vous tous qui me regardez, vous êtes dans une boîte française, zéro intérêt. Moi, je me fais mousser. Mmh. Ah, je vais vous dire que je parle anglais-espagnol ou que j'ai managé des équipes. Et là, dans le poste, il n'y a pas de management d'équipe. Donc, je Bien me sûr. fais mousser parce que je suis contente de moi et je ne me rends pas compte que je vous perds. Parce que Mmh. je vous perds, parce que vous vous dites, elle a peut-être un niveau à la limite surdimensionné par rapport au poste. Et ça, c'est la difficulté qu'ont les seniors et c'est la difficulté qu'ont les personnes en reconversion. C'est le fait de dire trop de choses. Mmh. Donc voilà, donc justement, le pitch se prépare par rapport à l'annonce, par rapport, au poste à pourvoir et donc, se personnalise vraiment, hein, d'une manière, très précise, et donc pour schématiser, soit si on est effectivement sans expérience, on va partir effectivement plutôt de sa formation, et donc des enseignements que l'on peut en tirer ou des stages, hein. Une personne effectivement participant à expliquer à demander: «Est-ce que les stages comptent?» Bien sûr Et que les oui, stages comptent, toute expérience compte, hein, même, les expériences de bénévolat, même les expériences propres, voilà, dans sa vie. Toute expérience compte et peuvent être valorisées tant qu'elles sont en lien avec ce qui est recherché par le recruteur, bien entendu, ou qui peut mettre en avant effectivement ce que tu évoquais tout à l'heure, Christelle, les soft skills, donc les qualités humaines. Donc, et si on est effectivement sur, enfin, si on est sur un profil plutôt expérimenté, partir de son expérience. Donc, du coup, une fois qu'on a démarré ça, après, alors, qu'est-ce qu'on dit? Parce que tu disais qu'il ne faut pas que ça dure 3 minutes non plus. Donc, c'est voilà, c'est vrai que cette notion, alors beaucoup s'entraîner parce que plus on va le dire, c'est comme pour une pièce de théâtre, plus on va le dire, plus ça va être naturel et on saura bien le chronométrer. Plus on le dit et plus on le dit aux autres et plus après c'est facile d'enlever des éléments. Tu parlais tout à l'heure des soft skills. C'est important de savoir pendant ce pitch mettre en avant ses qualités, mais pas pour en faire une liste. Encore une fois, comme dans le CV, pas pour dire j'ai des qualités relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles. Bon, c'est que des trucs en L. C'est j'ai des qualités relationnelles, mais j'explique pourquoi. Et là aussi, même si j'ai zéro expérience, je suis étudiant, ben, par exemple, je suis responsable du BDE de mon école. Je bien sûr. m'appuie sur mes qualités relationnelles pour avoir su fédérer des étudiants autour de ce projet bénévole. J'anime tel groupe d'étudiants. Ça peut être lié à la vie privée. C'est-à-dire que quand vous donnez une qualité, justifiez-la. Oui, tout à Voilà, fait. justifier. Il vaut mieux donner 2 petites ou 3 petites qualités, mais les justifier. Et vous savez que la vie personnelle aussi peut être, notamment pour ceux qui n'ont pas d'expérience, peut être un atout. Moi, je me souviens, j'ai eu plusieurs fois le cas, par exemple, d'étudiants qui se sont retrouvés chargés de famille. Par exemple, un papa décédé, une maman au foyer, 4, 5 frères et sœurs, et l'étudiant fait ses études et travaille par ailleurs. Mais ça, c'est une expérience qui a énormément de valeur parce que ça veut dire j'ai des responsabilités, je suis chargée de famille, c'est quelqu'un qui est travailleur, c'est quelqu'un qui va travailler pour payer ses études, pour faire vivre sa famille, etc. Il ne faut pas du tout laisser ça sous silence parce que ce sont à la fois des soft skills que l'on a développés, ce sont à la fois des compétences. C'est une très belle expérience. Ce n'est pas une expérience professionnelle, mais c'est une expérience de la vie.
Et ça, c'est un message pour tous les étudiants qui ont peur et qui ont presque honte de ne pas avoir d'expérience. Basez-vous sur votre expérience de la vie. Vous en avez, nous en avons tous. Et essayez de chercher dans votre vie, dans votre manière de vivre, dans ce que vous faites, ce qui peuvent être des atouts par rapport au poste que vous visez. D'accord, très bien. Merci Christelle pour ces précisions. Alors, on vient effectivement donc à la partie que nous avions évoquée il y a quelques instants sur la notion de comment je réponds aux questions, puisque voilà, j'ai donné envie aux recruteurs de me poser des questions. Voilà, comment se passe cette étape suivante donc lors de l'entretien? Et déjà, peux-tu nous donner un exemple d'une première question qui peut nous être posée? Oui, alors tu vas me dire, je reviens chaque fois en arrière, mais c'est pour être sûr de rien oublier. On peut, à la fin d'un pitch, d'ailleurs, pour montrer au recruteur que le pitch est terminé, on peut lui dire, avez-vous des questions? Bien sûr. Alors, quand je dis ça aux C'est un candidats, moyen de renvoyer la balle en fait, hein, voilà, quelque part, hein. quand je dis ça aux candidats, ils me disent, ah non, 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 moi je dis pas ça à la fin de mon pitch, je dis pas, je pose pas cette question. Sauf que de toute façon, le recruteur aura des questions puisque vous êtes au début de l'entretien. Bien Donc, sûr. l'avantage de lui dire avez-vous des questions, c'est que comme tu dis, Karine, on renverse l'entretien et on met le recruteur au même niveau. On n'est plus un étudiant face à un examinateur, on est un professionnel, on est un expert dans son métier, on a de la valeur. Et comme un commercial qui proposerait une offre de service à un client, il lui poserait à la fin, avez-vous des questions par rapport à ma présentation? Bon, ben après un pitch, pour dire que c'est terminé, on peut dire, avez-vous des questions? Donc, si le pitch, si vous voyez que le recruteur ne s'est pas endormi, s'il s'est endormi, c'est mauvais. Mais si le pitch lui a plu, les questions vont être plutôt gentilles. Si le pitch ne l'a pas convaincu, les questions peuvent être plus des questions pièges et mettre en difficulté. Ça, moi, j'ai fait des tests avec des candidats, deux candidates qui se présentent pour le même poste à 1 heure d'intervalle auprès du même recruteur. Une avait fait le choix de faire un pitch chronologique, donc de raconter sa vie par ordre chronologique et elle a endormi le recruteur. L'autre a fait le choix de faire un pitch beaucoup plus offre de service en racontant d'emblée ce qu'elle pouvait apporter. Eh bien, elles n'ont pas eu les mêmes questions, alors que c'était le même jour avec le même recruteur. Et c'est celle qui a fait le pitch non chronologique qui a eu le poste. Voilà, donc c'est pour revenir sur cette idée de pitch. Alors maintenant, les questions. Il y a deux types de questions. Il y a toutes les questions qui concernent votre parcours. Et ces questions-là ne sont pas très difficiles parce que c'est votre vie. Le recruteur va vouloir revenir sur tel point. Vous avez managé, vous dites que vous avez managé une équipe de tant de personnes. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? À l'occasion de ce stage, vous étiez le bras droit de telle personne. Est-ce que vous pouvez détailler? Donc, ce sont des questions qui sont sur votre parcours. En général, celles-ci ne posent pas de problème. Les questions qui posent problème, c'est ce qu'on appelle plutôt les questions pièges, qui ne sont pas nécessairement liées au parcours, mais qui mettent les candidats en grosse difficulté parce qu'elles sortent du cadre professionnel. Alors, dans les questions plus professionnelles liées au parcours, j'en mettrai quand même trois qui, sur une lecture de CV, posent problème aux candidats. La première, c'est comment expliquez-vous que de telle date à telle date, vous étiez. En gros, c'est comment expliquez-vous ce trou dans le CV? Ça, tu as dû. On en Ah parle oui, souvent, des fameux on en trous dans parle souvent, tout à fait. Et les candidats se posent souvent des questions. Comment faire pour combler ce fameux trou? Donc voilà, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, et alors, ce qui est très drôle, c'est que parfois, il y a des recruteurs qui vont dire ça fait 6 mois que vous cherchez un job ou que vous cherchez un stage. Comment expliquez-vous que vous n'avez toujours rien trouvé? D'autres vont En vous effet. dire ça fait 3 mois. En gros, en fait, ils se moquent complètement de la durée. Ce qu'ils veulent savoir, ce qu'ils veulent, c'est que vous expliquiez votre cheminement pendant ces mois de recherche et voir si vous rentrez dans une justification, si vous êtes à l'aise avec ça, si vous perdez pied. C'est une forme d'exercice. Oui, Et c'est une forme de test. c'est un peu un test. Et Mm. puis, c'est une manière de voir justement votre réactivité, votre façon de justifier. Donc, je ne sais pas si toi, tu as des conseils par rapport au trou dans le CV. En tout cas, si on parle du temps pour trouver un poste, alors déjà, les périodes où on ne travaille pas
personnellement, j'aime bien parler de transition professionnelle durant Mmh. cette période de transition professionnelle parce que d'un poste à l'autre, on n'est pas au chômage, on n'est pas à l'arrêt, on est en transition, on est en évolution. Et on va tous soit se reconvertir, soit s'enrichir. Donc, c'est une période de mouvement. Donc déjà, durant cette période de transition professionnelle, je trouve que ça donne une plus jolie image. Et ensuite, on peut la justifier, entre guillemets, de différentes façons. La première, vous pouvez justifier un trou dans le CV parce que vous avez suivi des formations. Donc, une formation à distance, ça peut être des MOOC, ça peut être, voilà, tous les types de formations ont de la valeur. Ça peut être aussi une formation terrain. Je me suis renseignée et formée sur les nouvelles techniques de recherche d'emploi. Pourquoi pas? Ça peut être aussi on peut le justifier en disant que pendant cette période, on en a profité pour s'intéresser à un secteur. Voilà, je voulais aller dans tel secteur d'activité, j'en ai profité pour faire une analyse du marché de ce secteur. Mmh. J'en ai profité je n'étais pas très alerte. Alors, on peut reconnaître ses erreurs aussi, un candidat peut le reconnaître. J'ai trouvé que cette période m'avait été utile pour développer mon image sur les réseaux sociaux, pour m'intéresser à tel sujet. Donc, tout ce qui est formateur, intérêt, a du sens. Mmh, tout à fait. Et par contre, il faut dire des choses que l'on a fait, bien évidemment, hein. Jamais mentir. Hein, voilà. Et alors, tu me demandais quel conseil je pourrais donner. Moi, je crois que le meilleur conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est d'être prêt, en fait, si on nous pose la question. C'est-à-dire que, il ne faut pas l'occulter. Parfois même, il faut pouvoir l'anticiper aussi. Moi, c'est ce que je conseille, à certains candidats, de pouvoir, anticiper l'objection avant même que le recruteur, la fasse, en fin de compte, hein. Donc, et voilà, et être vraiment effectivement, prêt à y répondre en toute légitimité. Et puis peut-être ne pas essayer, en tous les cas, de détourner l'attention du recruteur sur un autre point, d'expliquer et puis de rebondir peut-être sur un autre élément pour pouvoir orienter le recruteur vers une autre information. Oui, le pire, c'est le côté. Alors, ce qu'il y a de pire, je ne sais pas comment toi tu le vivais en tant que recruteur, mais c'est le candidat qui vous dit ah, mais non, mais vous savez, en ce moment, c'est la crise, hein, il n'y a pas de job, hein. Dans mon domaine, c'est fichu, Mmh. hein, il n'y a pas de job. Ou alors le candidat qui dit ah non, mais en ce moment, c'est hyper difficile. Mmh. Alors, c'est vrai, sauf que on va attendre d'une personne, d'un candidat, ce qu'on appelle les profils évolutifs, les candidats évolutifs. Ce sont des gens qui, quand il y a un problème, prennent leur part d'erreur et ne mettent pas tout sur la faute des autres, sur la faute d'un manager, d'un contexte, voilà. Et donc, reprocher à un État, même si c'est la réalité, notre propre situation, ça ne donne pas une jolie impression d'un candidat. Donc dire ah bah c'est la crise, c'est hyper long, je suis pas certaine, Mmh. même si c'est vrai. Par contre, c'est vrai. Et c'est vrai qu'actuellement, suite à la crise que nous venons de vivre, et nous sommes en pleine crise, c'est peut-être plus difficile. Mais il ne faut pas s'en servir comme argument. Parce que le recruteur, encore une fois, c'est un client. Ce n'est pas votre psy. Donc, Mmh. il ne peut pas tout entendre. C'est un petit peu comme si on vendait un produit à un client et on lui expliquait quelles étaient toutes les failles du produit. Non, on va lui parler de tous les avantages du produit. Donc, lui parler de la difficulté du marché, le recruteur sait qu'il y a une difficulté. Bien Donc, sûr. c'est Il ne là faut où pas, il ne faut pas se justifier en fait, hein, finalement, c'est ça, hein. se La justifier. justification n'est pas valorisante en fait, Elle hein, n'est pas valorisante. Et puis, il y a des gens qui trouvent des stages et il y a des gens qui trouvent des alternances. Et bien donc, sûr. c'est pas plus personne ne trouve rien sur ce marché. Donc, les formations, les mettre en avant. Une étude de marché, pourquoi pas. J'en ai profité pour développer mon réseau. Je me suis rendu compte que je pêchais dans mon métier, que ça valait la peine et c'est très long. Et là, on peut vraiment le justifier, hein. C'est très long de reprendre contact avec tout le monde et de se recréer un réseau, mais j'estime que ça a été utile pour ma recherche d'emploi et ça va être utile dans le métier que je vais occuper. J'en ai profité je voulais par exemple aller travailler dans l'agroalimentaire. Je ne connais pas ce secteur. J'ai fait une véritable étude de marché, une étude de cadrage sur ce secteur. Je suis allée à la rencontre de professionnels et finalement, j'ai décidé que c'était pas ce secteur. On peut aussi parler de quelque chose que l'on a fait et qui a été invalidé. J'avais un projet de création d'entreprise.
pendant 6 mois, je me suis consacrée à ce projet de création d'entreprise et je me suis rendu compte qu'il n'était plus viable parce que j'ai fait des études de marché, j'en ai discuté ou parce que tout simplement, je me rends compte que je préfère, ça me rassure davantage, surtout après l'épisode Covid que l'on vient de vivre, ça me rassure d'être salarié, je renonce à mon projet et je reviens sur le marché. Tout peut s'expliquer du moment qu'on a été actif. Voilà, actif dans cette période un petit peu de flottement, encore une fois, de transition professionnelle. Tout à fait. Une participante évoque le fait qu'on avoue quelque part qu'on a échoué. Alors c'est vrai que les mentalités françaises évoluent quand même à ce sujet, parce que l'échec est un peu plus toléré et accepté aujourd'hui dans le monde, je trouve, et enfin en tous les cas sur le monde de l'emploi, parce que finalement les parcours ne sont plus linéaires en fait. On n'est plus du tout effectivement dans ce qu'on a pu connaître ou ce que des générations ont pu connaître avant, où il y a un parcours de 25-30 ans dans la même entreprise et il n'y a pas de fameux trou dans le CV. Il n'y a pas de souhait de reconversion, etc. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui bouge et où finalement le fait d'admettre aussi et de démontrer sa résilience, sa capacité à rebondir est souvent une qualité qui est recherchée en fait. Aujourd'hui, dans un monde économique où c'est très instable et il faut sans cesse se renouveler. Donc, je crois que cette notion d'échec, finalement, à partir du moment où elle est assumée, où elle est expliquée, où on démontre que l'on va rebondir et pourquoi on est face à ce recruteur, c'est parce qu'on est déterminé, ça peut vraiment le convaincre voilà, de nous embaucher et donc de pouvoir le convaincre. Alors j'ai vu un certain oui, nombre de questions sur oui. tout ce qui était phénomène de santé, de burn-out, de choses comme ça. Alors encore une fois, et je tiens à le préciser à tous les participants, parce que vraiment, je le dis à chaque fois, je ne détiens pas la vérité sur ce qu'il faut dire ou ne pas dire, et chacun doit aussi se sentir à l'aise avec son discours. Moi, personnellement, j'éviterai de parler de tout ce qui est personnel. Pourquoi? Parce que évidemment, mon combat, c'est de lutter contre les discriminations depuis des années et parler d'un burn-out, même si on veut en faire quelque chose de positif, ou parler d'un cancer, ou parler d'une maladie, je trouve que c'est amener le recruteur sur une zone personnelle qui ne le concerne pas. Qui ne le regarde pas, Qui tout ne le à fait. regarde pas. Mais c'est ma vision à moi. Voilà, et je sais que certains candidats bien rodés préfèrent au contraire parler d'un burn-out, voilà. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut le nier, mais ça veut dire peut-être que le recruteur n'est pas la bonne personne pour en parler. Encore une fois, quelqu'un qui a fait un burn-out, et là c'est souvent lié à, c'est pas lié à lui, c'est lié à son management, c'est lié à son entreprise, mais le recruteur en face aura toujours peur, se dira toujours que c'est peut-être une personne fragilisée, ou que dans le contexte dans lequel il veut l'amener, cette personne risque de peut-être faire un burn-out. Donc, pour moi, ce sont des données qui ne concernent pas le recruteur. Donc, sans pour autant mentir, essayer de trouver ce que l'on peut proposer pendant, entre guillemets, ces trous dans le CV qui peuvent beaucoup plus amener vers une dynamique professionnelle et permettre de rester sur un sujet professionnel. Tout à fait. C'est ça en fait, c'est être capable de rebondir et effectivement de recentrer l'échange vers les compétences, vers ce qu'on est capable de proposer aujourd'hui par rapport au poste à pourvoir et donc ne pas bouter en touche, mais voilà, arriver à relancer l'échange donc et les questions du recruteur vers le poste. Et pourquoi pas finalement rebondir aussi une fois qu'on a répondu sur une question. Bien, j'ai vu que vous recherchez telle compétence. Voilà, je voulais vous en parler. Voilà, donner entre guillemets, voilà, repartir sur. Je relance la balle, finalement. C'est un peu ça, et puis on n'a pas à subir un entretien. On peut tout à fait, Bien sûr. bien entendu, poser des questions. Alors on peut partir d'un échec, Karine, comme tu le disais, mais l'échec doit amener à quelque chose. Et même ça peut être par rapport à sa recherche d'emploi. C'est la première fois que je me suis retrouvée en recherche d'emploi depuis tant d'années. Les codes avaient changé. Je me suis habituée, je me suis formée. Les CV ne se faisaient plus de la même manière. Je me suis intéressée aux entreprises. Et il y a même des candidats qui poussent le bouchon un peu loin en disant j'ai pris le temps de trouver l'entreprise dans laquelle j'ai envie de travailler, qui corresponde à mes valeurs. C'est dans les deux sens. Un candidat peut aussi recruter une entreprise. Et je suis candidat et je peux mettre aussi du temps pour trouver l'entreprise de mes rêves, parce que je souhaite qu'elle ait une certaine politique RSE, je souhaite qu'elle ait des valeurs qui maintenant sont les miennes, et ça peut être aussi une démarche de la part du candidat de prendre le temps de trouver la bonne. Alors, par rapport à ça, en tant que recruteur toujours actuel, un candidat qui me dit ça,
je me poserai des questions peut-être, mais je vais dans ton sens parce que quelque part, le matching candidat-employeur, il est très important. C'est ça qui fait la collaboration et la durée de la collaboration. Donc, si je peux me permettre un petit bémol, moi, je dirais que le candidat peut se positionner en disant, voilà, je suis ravie vraiment d'être face à vous aujourd'hui parce que j'ai vraiment choisi votre entreprise. C'est l'opportunité, voilà, que j'attendais et voilà, j'aimerais vraiment échanger sur les postes et pouvoir vous expliquer tout ce que je peux vous apporter comme compétences. Parce que c'est vrai que ça peut laisser sous-entendre au recruteur que la personne peut-être attendiste ou se sert de cette excuse-là pour dire j'ai pas trouvé. Alors, Donc bon, elle peut, mais c'est intéressant, tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant d'être plusieurs parce que justement, on n'a pas tous le même avis et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas une, de science, il n'y a bien pas de sûr. Oui, science, il oui. n'y a pas une vérité. Donc, c'est Oui. bien pour les gens aussi de voir ton avis. Je dirais que par rapport à ce que tu dis, moi, j'aurais tendance à développer. Par exemple, toi, si je te dis, je rêvais d'être dans votre entreprise et j'ai mis du temps pour trouver l'entreprise de mes rêves, tu pourrais me dire, mais qu'est-ce que vous avez fait comme démarche? Et là, je développe. Je pourrais très bien dire, au début, je me suis intéressée à tel secteur et je me suis rendu compte que non. Et puis finalement, la formation, je me suis dit, pourquoi pas? Mais la formation en présentiel, c'était pas ce qui m'intéressait. Pourquoi j'aime Academy? Parce que c'est une entreprise qui existe depuis longtemps, parce que je suis varoise d'origine, parce que c'est une entreprise toulonnaise et parce qu'ils ont été précurseurs dans l'e-learning. Bon, si je te dis ça et que je t'explique qu'avant, j'ai vu d'autres entreprises qui ne me convenaient pas, ben, je pense Oui. que, d'ailleurs, est-ce que tu m'embauches? Si je te Bien dis sûr, Christelle, évidemment. Alors justement, on peut continuer sur l'aspect question. Tu as parlé de cette première question effectivement qui peut être posée. Voilà, quelles sont les autres questions que le recruteur peut poser à nos candidats? alors, Et aussi, voilà, parler bien sûr des jeunes candidats qui ont souvent ce côté, ben, je suis pas vraiment légitime parce que j'ai pas trop d'expérience. Voilà, comment on alors peut déjà, se dépatouiller avec je tout ça? voudrais rassurer les jeunes qui ont des entretiens. Moi, j'en ai sur les réseaux sociaux et tous les jours, j'ai au moins un message d'un jeune qui me dit, j'ai un entretien dans 2 jours, Madame de Foucault. Qu'est-ce que je dis si le recruteur me dit, mais vous n'avez pas d'expérience? Alors déjà, j'ai envie de lui répondre, mais le recruteur vous reçoit. Il voit bien sur votre CV que vous n'avez Exactement, pas d'expérience. Donc, tout à il, fait. il, il se dit pas, le recruteur, je vais me faire un super plaisir, je vais convoquer plein de petits jeunes et toute la journée, je vais leur dire qu'ils n'ont pas d'expérience pour bien les mettre en difficulté. Mais pas du tout. Donc, s'il vous reçoit, et ça, il faut que tous vous l'ayez en tête, si vous êtes reçu par un recruteur et qu'il vous consacre 1 heure ou 3/4 d'heure, c'est que vous l'intéressez. Tout à fait. Partez vraiment sur ce postulat, vous l'intéressez. Donc, mettez le paquet. Mettez le paquet par rapport à votre motivation et vous l'intéressez, il a dû déceler des choses. Parfois, ce sont des toutes petites choses, hein. Mais vous, à ce moment-là, si vous réussissez à savoir quelles sont ces choses, amenez-les et développez-les justement. Donc, Mmh. tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, mais tout à fait, parce que ça fait écho avec actuellement, j'ai de nombreux recrutements à réaliser, aussi bien pour nos clients que effectivement pour notre propre structure, hein. Et c'est vrai que ça fait parfaitement écho parce que parfois, ça m'arrive de recevoir un candidat dont le profil ne correspond pas exactement au cahier des charges que je me suis voté en amont par rapport à l'expérience ou au diplôme, etc. Mais comme tu dis, j'ai décelé lors de l'entretien téléphonique quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a donné envie d'être face en fait à ce candidat et d'aller chercher chez lui autre chose finalement que son expérience ou son diplôme parce que c'est vraiment sa personnalité qui fera la différence, sa détermination à nous rejoindre, son envie à venir travailler avec nous, à s'intégrer dans l'équipe, à participer à l'aventure. Et ça, de plus en plus d'entreprises, effectivement, profitent justement de l'entretien en face à face ou en visio, et on en parlera un petit peu plus tard, de ce moment pour aller déceler enfin, chez le candidat qu'est-ce que ce candidat va pouvoir m'apporter? Donc oui, bien sûr, il y a cette notion de dire, bah oui, il n'a pas toutes les compétences ni toute l'expérience que je recherche. Par contre, il a ce tempérament qui correspond tout à fait à ce dont j'ai besoin pour compléter mon équipe. Il a cette envie, il a cette détermination. Et quoi, il faudra juste le former. Bon, ben voilà, aujourd'hui, les entreprises préfèrent avoir une personne moins expérimentée, mais avec le bon état d'esprit, que quelqu'un avec une très grande expérience qui ne s'intégrera absolument pas avec l'ADN ou les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est clair. C'est la motivation et le critère Mmh, mmh, essentiel et principal des recruteurs. C'est ce qu'on mmh, regarde en premier. On va mmh. préférer un candidat motivé qu'un Oui. candidat qui a vraiment toutes les compétences. Alors, je voyais tout à l'heure par rapport à une question qui était sur ce qu'on appelle les parcours en saut de puce, c'est-à-dire des gens qui ont eu plusieurs petites expériences. Et justement, dans les questions du recruteur, il peut y avoir cette question de dire, mais comment
se fait-il que vous soyez resté si peu de temps à tel endroit, que vous passiez de ça à ça, etc. On peut aussi à un moment faire entre guillemets son mea culpa. On peut tout à fait répondre en disant ben justement j'ai voulu tester une petite entreprise et puis une plus grande entreprise et puis tel type de poste, etc. Et je me rends compte aujourd'hui que ce qui me convient, ce qui me correspond, c'est ça. Et comme par hasard, le c'est ça, c'est en gros, c'est ce que vous proposez recruteur. Un parcours professionnel peut être un cheminement. Ça peut être un cheminement intellectuel qui vous amène à vous dire, mais c'est ça dont j'ai envie. Et c'est vous, recruteur, qui me proposez le poste de mes rêves. On en parle parfois. Moi, j'ai encore eu des messages, pas plus tard qu'hier, de quelqu'un qui me dit, est-ce que vous pourriez m'aider parce que je pense que c'est le poste de ma vie. Et parfois, on a ce sentiment, c'est le poste de ma vie. Mais avant d'arriver au poste de sa vie, on va passer par plein de petits postes ou des postes qui, voilà, où à un moment on a fait du management, on n'en a pas fait, on a été dans tel secteur, pas tel secteur. Et pourquoi pas, la vie, c'est ça. Mmh. Justement, ça rejoint une intervention d'une participante qui dit voilà comment répondre finalement à la question pourquoi vous et pas un autre. Alors, ça fait justement partie de ce qu'on appelle les fameuses questions pièges. Donc, on va la garder celle-ci. Je voudrais revenir donc aux questions du parcours. Donc, le parcours, le recruteur, soit vous l'avez complètement persuadé dans votre pitch, il va revenir sur certains éléments, management, le stage, est-ce que vous avez fait ça, etc. Soit il va vous titiller un peu sur un trou dans un CV ou le fait que ça fait un peu longtemps que vous cherchez un poste, etc. Mais il va plutôt s'intéresser à vos expériences propres. Après, il y a ce qu'on appelle les questions pièges. Donc, il y a une technique que moi j'utilise pour répondre aux questions pièges. Ce sont toutes les questions qui ne sont pas d'ordre professionnel. Je voudrais en séparer 3 néanmoins, qui sont les questions qui embêtent le plus les recruteurs. Donc, il y en a une qu'on a traitée qui était comment expliquez-vous que vous avez mis tant de temps pour trouver un poste. Celle-là, on l'a traitée. Il y en a une deuxième qui concerne le salaire. C'est-à-dire, quelles sont vos prétentions salariales? Ça, c'est une question qui pose vraiment problème aux gens parce qu'ils nous disent, aux candidats, ils nous disent qu'est-ce que je dois faire? Alors, pour les alternants, c'est plus facile parce qu'on rentre dans un cadre, la question ne va pas se poser nécessairement. Néanmoins, il faut savoir bien expliquer ce que va coûter l'alternance, ce que prend en charge l'entreprise. Et il faut être bien au fait, hein, je pense, Karine, Tout à fait. voilà, de son dossier. Par contre, si on cherche un job, qu'est-ce qu'on fait pour traiter la question du salaire? Ne demandez pas une fourchette, parce que va faire le recruteur si vous demandez une fourchette? On va prendre la fourchette la plus Il va basse. prendre la fourchette la plus basse. Et personne ne veut gagner une fourchette dans la vie. Ne raisonnez pas en mensuel, mais raisonnez en annuel. On parle souvent de KE annuel brut. Le On va dire, package. c'est un package annuel, alors que si vous dites je veux gagner 1500 euros net par mois, on voit tout de suite que vous n'avez pas passé beaucoup d'entretiens, parce que personne ne parle comme ça dans les entretiens. On parle vraiment en package annuel. Moi, ce que j'aime bien, c'est de dire, alors ça marche pas à tous les coups, hein, mais c'est d'essayer de traiter vraiment de la question du salaire le plus tard possible, et c'est de dire, dans mon ancien poste, donc prendre le poste juste avant, même si on a très peu d'expérience, je gagnais tant. Et si le salaire est plus élevé, parce que c'est ce qui arrive hélas en ce moment, hein, c'est que les gens souvent avaient des salaires plus élevés que ce qu'on peut leur proposer, c'est de dire, dans mon ancien poste, je gagnais tant, et on donne le vrai salaire, mais ce qui va compter aujourd'hui, c'est aussi le poste, l'entreprise, les possibilités d'évolution, les avantages en nature, le travail en équipe, les missions, et vous énumérez tout ce qui fait un poste. Le recruteur, qu'est-ce qu'il entend dans sa petite tête de recruteur? Surtout si vous l'intéressez parce que vous avez fait un super bon pitch, il entend le candidat gagnait bien sa vie, c'est un bon candidat, et il est prêt à baisser. Sauf que vous, à aucun moment, vous n'avez dit je veux baisser mon salaire. Vous avez juste dit je gagnais tant, c'est un fait, mais ce qui va compter, c'est ça. Et dans sa tête, il vous garde dans le processus parce qu'il se dit, il est un peu cher, mais il sera prêt à baisser. Plus vous avancez dans un processus de recrutement, plus vous gagnez de la valeur. Au début des entretiens, on ne vaut rien puisqu'on est 50. Donc, un candidat en remplace un autre. Mais plus on avance dans le processus, plus on a de la valeur. Et quand on arrive à la fin et qu'on est 3 en ce qu'on appelle shortlist, là, on commence à avoir de la valeur. Et un patron d'entreprise, s'il veut un candidat, il peut mettre le prix, même si ce n'était pas le prix annoncé au départ. Tu opines? Tu es d'accord en tant que recruteur?
Alors oui, 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 tout à fait. Effectivement, je t'écoute avec beaucoup d'attention parce que c'est clairement un sujet encore une fois que je vis vraiment là au quotidien. Et j'ai encore eu aujourd'hui un entretien avec un candidat qui gagnait très bien sa vie et qui effectivement m'a dit qu'il était prêt justement, comme tu le dis, à prendre en considération tous les éléments du poste. Donc c'est vrai que en tant que recruteur, oui, on a tendance à garder cette information. Je crois qu'en fait, comme tu dis, il n'y a pas de règles aussi précises par rapport à ça. Et je crois aussi surtout que la partie de rémunération, en fait, le recruteur va l'évoquer assez rapidement avec le candidat s'il sent que l'expérience, effectivement, est bien au-delà aussi de ce qu'il va pouvoir rémunérer. En tous les cas, je pense je pense que les recruteurs aujourd'hui veulent gagner parfois du temps et ne pas faire perdre de temps aussi aux candidats en disant, voilà, aujourd'hui, le package qu'on va pouvoir vous proposer sera aux alentours de. Si on se rend compte, ça veut dire que vous envisagez en tous les cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de négociation, mais en tout cas, vous envisagez de vous inscrire dans une collaboration qui pourrait être dans ce package. Donc, je crois que sur la notion de salaire, effectivement, comme tu le dis, soit elle est abordée tout de suite, parce que ça permet de savoir si on poursuit ou pas le process de recrutement. Mais ça peut effectivement nous permettre donc de négocier par la suite. Ou alors, elle est abordée vraiment en fin, justement, comme tu disais, en fin de processus. Je ne sais pas si tu me Oui, rejoins par rapport à ça. je te rejoins, mais laissez le recruteur aborder le sujet. En effet, Moi, en effet. il y a des candidats qui me disent, je voudrais aborder le salaire au tout Mmh. début parce que ça va me permettre de voir si je continue ou pas. Et ça, c'est une grosse erreur. Continuez toujours les entretiens jusqu'au bout Mmh. et à la limite, payez-vous le plaisir de dire non. Mais allez au bout, parce que plus vous allez passer d'entretiens, déjà plus les postes vont évoluer, parce que dans une entreprise, parfois, on a une idée de poste et avec un candidat, le poste peut évoluer, la rémunération aussi, et Oui. d'autres opportunités peuvent arriver. Et un recruteur est toujours au courant d'autres opportunités chez lui ou chez d'autres. Allez jusqu'au bout des entretiens, mais Oui. c'est surtout, et je pense que tu confirmeras, Karine, c'est un excellent moyen de vous former. Parce que Oui. plus on passe d'entretien, plus on est bon. Plus on est Tout à bon fait. quand on pitch, plus on est bon pour répondre du tac au tac, pour se présenter, pour avoir la bonne tenue, etc. Alors que si on passe pas beaucoup, très peu d'entretiens, la fois où il y a le job de nos rêves, on est mauvais. Eh oui. Parce que c'est alors là, je souhaite vraiment décorréler ça. C'est pas parce qu'on est bon dans son métier Mmh. que l'on est bon en entretien. Ce sont deux exercices différents et Mmh. surtout, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens timides et on n'est pas tous égaux en fonction des métiers. C'est plus facile pour un commercial d'être bon en entretien que pour un ingénieur. Tout à fait. Mais tu as parfaitement raison parce que la notion de préparation aussi, elle est valable même pour les personnes qui ont de l'expérience dans le recrutement. Je vais parler d'une anecdote qui me concerne personnellement, hein. J'ai passé il y a quelques années un entretien dans une structure. J'avais quasiment le poste. Le directeur général m'avait dit c'est bon, Karine, je vous embauche. Il faut juste que vous passiez la dernière étape de mon comité de direction. Et là, moi, grosse erreur de débutante, je ne me suis pas préparée en pensant que c'était acquis. Et je me suis retrouvée face à 3 recruteurs qui ont passé leur temps effectivement à me poser des questions et j'ai perdu mes moyens et je n'ai pas eu le poste. Bon, finalement, c'est pas un souci, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, à ce moment-là, j'ai fait cette erreur-là, même sur cette notion d'aller au bout aussi. Même si on a le sentiment que c'est presque gagné, il faut pas lâcher. Il faut pas, voilà, il faut rester prêt à tout moment parce qu'il peut y avoir à un moment donné une autre personne qui intervient aussi dans le processus de recrutement. Peut-être que le deuxième entretien, il y aura une autre personne que l'on va rencontrer. Donc voilà, je te rejoins sur ça aussi, effectivement, sur cette notion de voilà, il faut être sans cesse prêt à tout le processus de recrutement et ne pas baisser la garde quelque part quand on est candidat. Et le recruteur fait pareil, hein. C'est exactement ça. Et puis, c'est vraiment c'est une formation et on évolue ensemble. Et encore une fois, le recruteur, qu'il soit d'un cabinet ou de l'entreprise, devient notre allié et peut nous aider à aller vers le poste que l'on souhaite. Donc, vraiment aller jusqu'au bout. Le seul moment où il ne faut pas aller jusqu'au bout, c'est que si on est face à un recruteur hyper désagréable et que ce recruteur est notre futur manager. Et là, on peut se dire, bon, ça sert à Tout à rien. fait. Ça sert Oui. à rien que j'aille au bout. Je ne me vois pas travailler ni dans cette entreprise, ni avec cette personne. Donc ça, Mmh. c'était la deuxième question concernant le salaire. Et la troisième, et ça a été abordé par Pauline, je crois, concerne toutes les questions personnelles.
interdite en entretien, dite, je ne sais plus si on dit vraiment discriminante, discriminatoire, enfin je crois qu'on peut dire Oui. les deux, donc Mhm. qui sont de, alors je ne sais pas si je peux toutes les énoncer comme ça, mais ça va être quel est votre âge, quand êtes-vous né, quelle est votre situation familiale, avez-vous des enfants, avez-vous prévu d'en avoir, quelle est votre religion, où habitez-vous, quelle est quelles sont vos opinions politiques, avez-vous un handicap, êtes-vous malade, etc. Ce sont des questions d'ordre personnel. Normalement, les recruteurs qui font bien leur métier ne sont pas censés les poser. Il y en a quand même 24, je crois même 25. Ils ne sont pas censés les poser en entretien. Et en fait, c'est plus complexe que ça. Ils ont le droit de les poser en entretien, sauf que s'ils ont un contrôle, notamment parce qu'ils ont été dénoncés par des candidats qui ont appelé ce qu'on appelait avant la HALD et qui s'appelle le défenseur des droits. S'il y a un contrôle, ils doivent être en mesure de prouver qu'ils n'ont pas éjecté un candidat d'un processus à cause d'une réponse à une question discriminante. Donc, c'est pour ça Mhm. qu'on conseille aux recruteurs de ne pas poser de questions. Mhm. Néanmoins, je ne sais pas pourquoi, enfin moi, ça fait des années que sur les réseaux sociaux, je suis là, arrêtez avec les questions, etc., discriminantes et tout. Il n'y a pas un entretien, enfin j'exagère peut-être, mais disons qu'il y a beaucoup d'entretiens où les recruteurs continuent de poser des questions. Mhm. Donc sur un handicap, sur une maladie, alors les jeunes femmes, c'est sur êtes-vous mariée, avez-vous des enfants, avez-vous prévu d'en avoir, la garde des enfants, que fait le conjoint. Parfois c'est même sur que faisaient vos parents, faisiez-vous partie d'une fratrie. Enfin voilà, on a des questions interdites. Donc là il y a plusieurs solutions. Soit on se dit, je veux lutter contre ça, j'en fais mon combat. Et je vais dire aux recruteurs, je crois que vous sortez du cadre de l'entretien, vous rentrez dans un domaine qui n'est pas censé être celui de l'entretien. Est-ce qu'on peut revenir dans un registre plus professionnel? Le souci, c'est que si vous dites ça, que se passe-t-il, Karine? Bah, le recruteur va se braquer, je pense, parce que c'est voilà, il va peut-être le prendre mal, en effet. Mm. Il peut mal le prendre, vous le mettez face à ses failles, donc au lieu Mm. d'en faire un allié, Mm. vous le mettez en difficulté. Vous savez bien que quand on met en difficulté un être humain, on n'en fera jamais un allié. Donc il est conscient qu'il est en train de poser une question qu'il ne devrait pas poser, et vous insistez bien sur le fait qu'il ne devrait pas poser la question. Donc ce n'est pas très grave si vous avez décidé de ne pas aller plus loin. C'est-à-dire que vous vous dites, un manager ou un patron d'entreprise qui pose cette question, moi, j'ai pas envie de bosser dans une boîte discriminante. Donc, à ce moment-là, c'est votre choix. Si par contre, c'est le job de vos rêves et que le recruteur qui est face à vous est un intermédiaire, c'est-à-dire que si ça se trouve, il ne fait même pas partie de l'entreprise de vos rêves. Il a été mandaté par celle-ci. Ou alors, il fait partie d'un service qui ne sera pas le vôtre. C'est quand même un peu dommage de vous priver d'un poste à cause de cette histoire de questions discriminatoires, même s'il n'est pas censé poser ce genre de questions. On est bien d'accord. Donc, la solution que moi je donne, mais après chacun fait comme il veut avec ses propres problématiques et ses propres souffrances aussi, moi, personnellement, je préfère répondre. Donc, comme par exemple, on me l'a tout le temps demandé quand je passais des entretiens, combien avez-vous d'enfants? J'ai 3 enfants. Mais plutôt que de répondre comme un interrogatoire, moi, ce que je faisais, c'est que tout de suite, je l'amenais sur le point professionnel. Et Mm. donc, du coup, je disais, j'ai 3 enfants. Mon mari, je ramenais mon mari parce que je ne comprends pas pourquoi les maris n'ont jamais cette question-là alors qu'ils nous aident un peu à faire les enfants. Donc, je disais, j'ai 3 enfants, mon mari et moi-même, voici comment nous nous organisons vis-à-vis de nos enfants, ce qui me permet d'être toujours à l'heure au travail, etc. Et je rassurais le recruteur. Et quand j'étais un petit peu plus courageuse, je relançais la question. Et vous? Et là, le recruteur étonné, euh, en général, ne me posait jamais de deuxième question. Mais ne m'en voulait pas non plus parce que je lui avais répondu d'un point de vue professionnel. Mm. Encore une fois, il faut oser. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, Mm. chacun fait comme il veut. Mais l'idée, c'est, je réponds très vite d'un point de vue personnel et tout de suite, j'enchaîne Voilà, je sur le sujet. rebondis. Je Je rebondis et je rebondis relance et, la balle. et ça va être Mm. toujours le principe, quoi qu'on fasse, Mm. c'est je Mm. rebondis et je rassure le recruteur. Mhm. Par rapport aux questions concernant le handicap. Donc le handicap, c'est très particulier et ça dépend vraiment de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui souhaitent le mettre sur leur CV.
Pourquoi? Parce qu'elles vont postuler auprès d'entreprises qui ont des politiques d'inclusion très particulières et qui recherchent justement des personnes ayant un handicap et qui vont être inclusifs par rapport à ça et qui au contraire accueillent des profils et sont en mesure de mettre en place des adaptations de postes de travail. Donc c'est un choix. Il y a d'autres candidats qui ont des handicaps plus invisibles et qui ne souhaitent pas en parler. Je dirais que chacun fait comme il l'entend. Réfléchissez juste, dites-vous, un entretien est rare, un entretien a de la valeur. Est-ce que je risque ou non, en mettant cet élément, de ne pas avoir l'entretien? Voilà, c'est tout ce qu'il faut se poser comme question. Est-ce que ça peut être un frein? Donc, par rapport à ça, moi, j'ai des gens qui me disent, oui, mais vous vous rendez compte, si je ne parle pas de mon handicap invisible, je n'en parle pas durant l'entretien, il va y avoir un moment où je mets mon pied dans l'entreprise, il va peut-être falloir en parler. Sauf que quand on met un pied dans l'entreprise, on montre déjà le professionnel que l'on est. En fait, ce que je veux dire, c'est que plus on avance, plus on va pouvoir parler de sujets qui peuvent fâcher ou pas, ou déranger. Alors qu'au tout début, on n'a pas de valeur puisqu'on ne nous connaît pas dans le cadre de notre travail. Et à ce moment-là, euh, on est moins armé pour amener des sujets qui peuvent être des sujets délicats. Alors justement, bon, je me permets voilà, de préciser qu'il nous reste une petite demi-heure pour aborder encore donc la thématique hein, de l'entretien d'embauche. Il y a encore un certain nombre de questions que j'ai à te poser, Christelle, lors de ce live, donc et aussi nos participants bien entendu. Donc on est arrivé effectivement à, euh, à Les à ce questions moment, pièges. voilà, aux fameuses questions pièges. Alors, je tiens quand même à préciser que les recruteurs, quand même, sont aussi bienveillants et parfois, s'ils peuvent poser des questions personnelles, ça peut être aussi de la curiosité bienveillante en fait, hein, plus, je dirais, dans l'intérêt vis-à-vis du candidat en fait. Hein, ce n'est pas toujours malveillant ou discriminant. Hein, il ne faut pas vraiment garder ça en tête. La discrimination, c'est vrai que ça existe, mais tous les recruteurs et les moments où vous allez être en face à ce recruteur, c'est un moment d'échange, un moment où vous avez voilà, travailler pour être face à ce recruteur. Donc, c'est un moment qui doit être plaisant. Vous devez être fier effectivement de parler de vos compétences, de qui vous êtes. Et je vous assure que la plupart des recruteurs sont des gens bienveillants et ont envie de mieux vous connaître. Donc voilà, ça c'était une précision que je voulais apporter. Alors, on a effectivement donc cette notion de question. Bon, il nous reste une petite demi-heure, c'est pour te donner un petit peu Alors, le timing, Christelle. J'aimerais quand même voilà faire un petit sondage. Voilà, on avait prévu de faire deux petits sondages durant notre live du jour. Est-ce que du coup, sur les questions, on continue ou est-ce que je lance le petit sondage sur la fameuse mais tu peux peut-être lancer le petit sondage avant qu'on parle vraiment des questions pièges, puisque là, on a plus traité des questions liées au parcours, des questions un peu gênantes, comme les questions discriminantes ou comme le trou dans le CV ou comme le salaire. Et là, je vais vous donner ensuite une technique pour répondre à peu près à toutes les questions pièges. Donc, ah, avant que je donne la technique, peux-tu faire ton petit sondage? alors je peux le faire en effet. Donc c'est une question qui est un peu parallèle à ce que tu évoques. Hein. C'est sur la notion de pour ou contre prendre des notes durant l'entretien. Donnez-nous votre avis. Donc voilà, je suis en train. Donc je te laisse reprendre la main et je pose la petite La question petite question. Alors, en personne direct. ne va m'écouter du coup s'ils répondent au sondage. Alors, il faut que vous sachiez faire plusieurs choses en même temps. Donc, par rapport aux questions pièges, les questions pièges, ce sont donc, on a dit, toutes les questions qui sont déstabilisantes parce qu'on ne s'y attend pas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les préparer. Donc, je vous donne des exemples. Alors, on a pourquoi vous plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui fait qu'on se souvienne de vous? Où vous voyez-vous dans 5 ans? Quel est votre plus grand défaut? Quel est votre plus grand échec? Quelle est votre plus grande qualité? Que disent vos managers de vous? Que disent vos collègues de vous? Puis on peut aller plus loin, hein. Si vous étiez un animal, quel animal seriez-vous? Si vous étiez On me l'a déjà posé celle-là. un plat de cuisine, si vous étiez un film, si vous étiez un acteur de cinéma, et puis ça part dans tous les sens. Et alors c'est très drôle parce que quand on est recruteur, on voit les réactions des candidats. Donc il y en a qui se mettent à pouffer, il y en a qui lèvent les sourcils en l'air en disant mais elle est complètement débile cette question. Alors si vous pouvez essayer de retenir visuellement Oui. vos impressions, qu'on ne voit pas que vous pensez que la question du recruteur est débile, même si je reconnais voilà, qu'elle peut surprendre. Alors, ce sont, comme disait Karine, ne sont pas nécessairement des questions pour vous mettre en difficulté,
Mais c'est des questions pour voir votre personnalité, votre sens de l'humour, la manière dont vous développez, la manière dont vous rebondissez. Et puis, ça dépend aussi des postes. Par exemple, dans certains cas d'alternance, où on va demander à un alternant d'être hyper réactif, hyper agile, d'aller d'un endroit à un autre, de s'occuper de plusieurs postes à la fois, on peut poser ce genre de questions pour savoir un petit peu ce qu'il va répondre. Donc, par rapport aux questions pièges, sachez une chose, c'est que le recruteur se moque complètement de votre réponse. Parce qu'on n'est pas dans une question liée à votre parcours. Que vous pensiez que vous seriez un cheval plutôt qu'un serpent, ça n'a pas de voilà, ça n'a pas de sens pour le recruteur. Ce que l'on attend, et ça montre bien un peu comment va être mis en place tout l'entretien. Ce qu'on attend, c'est que vous développiez. Donc, Exactement. Karine, si par exemple, je te demandais, on prend l'animal puisqu'on te l'a déjà posé, si je te pose la question, si vous étiez un animal, quel animal aimeriez-vous être? Que répondrais-tu? C'est Vous une voyez? girafe. Parce que Alors, ne dites pas la réponse. Donc, vous avez vu la réaction de Karine, elle s'est mise à rire et elle oui. a haussé les épaules. Voilà, ça, c'est une réaction qu'on a tous parce qu'on se dit, mais que vient faire cette question dans un entretien sérieux? C'est vrai. Donc, elle a dit une girafe. Si Karine reste à sa girafe, on est dans une réponse justement bonne ou mauvaise réponse. Qu'est-ce qu'on peut penser d'une girafe? C'est un animal qui est un peu long, qui est un peu lent, qui a un long cou, qui ne peut rien attraper avec ses pattes, qui est peut-être fragile. Voilà. Et comment, Karine, pourrais-tu rendre ta girafe positive et professionnelle? Eh bien, je dirais que alors là, du coup, c'est moi qui passe un entretien. J'aurais pas dû répondre à la question. Eh bien, je dirais que la girafe est un animal incontournable de la savane et qu'elle a toujours été là dans le décor, qu'elle est gracieuse, qu'elle est élancée et que malgré effectivement sa nonchalance, elle peut justement être sereine et avoir plutôt une notion de prise de recul avec son long cou. Elle peut avoir une vision justement sur le long terme et avoir une capacité d'anticipation des choses. Voilà, voilà ce que je répondrais spontanément. Voilà. Voilà, et puis la girafe peut se camoufler aussi dans le paysage. Comme tu disais, elle donne l'impression d'être lente, mais quand elle court, une girafe peut aller très très vite. Elle peut se saisir de feuilles qui sont situées très haut dans un arbre. Et donc, l'idée, c'est de rendre l'exemple que vous choisissez professionnel et de développer par rapport à ce qui est attendu. Et là, c'est quelque chose, franchement, si vous avez des questions pièges, et là, je m'adresse aux jeunes qui sont alternants, qui ont peu d'expérience, vous pouvez vous régaler là-dessus parce que c'est ces points-là que vous pouvez développer s'il vous Mmh. manque des expériences à développer. Et faites preuve d'originalité, voilà, faites preuve aussi d'humour Mmh. et sachez rebondir par rapport au poste surtout. Mmh. Tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'il y a aussi différentes catégories de questions. Évidemment, lors d'un entretien, il y a des questions, comme tu disais, pièges, mais il y a aussi des questions qui vont être tournées vers les compétences, donc vraiment vers le savoir-faire, où là, soit on s'appuie effectivement sur ses expériences passées, quelles qu'elles soient, stage, alternance, même poste occupé, bien entendu, ou alors, effectivement, il y a aussi des questions liées à la personnalité, à la motivation, à ce qu'on a envie de proposer à l'entreprise. Donc, voilà, en fait, chaque catégorie de questions, finalement, a sa possibilité de réponse. Je crois que à chaque fois, il faut être factuel et s'appuyer sur un exemple. Tu le disais, voilà, lorsqu'on va aborder les questions de compétences, vu qu'on aura préparé en amont son CV, etc., son pitch, qu'on aura bien étudié effectivement donc l'annonce, on pourra axer nos expériences sur des éléments factuels, des éléments concrets qu'on va pouvoir proposer. Lorsqu'on va être plutôt sur l'aspect personnalité, si on a fait un test de personnalité avant l'entretien d'embauche, surtout normalement les résultats vous les avez avant l'entretien. La plupart des outils vous le permettent. Eh bien, il ne faut pas hésiter à se servir justement de ces résultats pour faire valoir vos propres qualités. Hein. Et après, effectivement, sur les questions pièges, voilà, là, tu Et y as alors, pas mal répondu. j'ai vu dans les commentaires, par exemple, est-ce que ça peut être un animal imaginaire complètement? En fait, sachez vraiment, et là je vous assure, on se moque de la réponse. Ce qui compte, c'est le développement. Donc, en effet, ça pourrait être une licorne. Je crois que c'est Sidette qui proposait, ou Sanata qui proposait la licorne. Oui, tout à fait, ça peut Je complètement n'ai être pas une dit. licorne. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut dire de positif? En fait, à chaque fois que vous dites quelque chose,
il faut avoir le réflexe, et c'est un réflexe intellectuel, qu'est-ce que je peux dire de positif et de professionnel sur la licorne? Mmh. Voilà. Et là, il faudrait développer comme on a pu le développer au niveau de la girafe. J'ai vu que dans les questions, il y avait quelqu'un qui disait comment je peux mettre en avant que j'ai 45 ans. Je ne pense pas qu'on puisse mettre en avant, que c'est intéressant de mettre en avant qu'on a 45 ans. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'on a 20 ans d'expérience dans tel domaine. Ramenez toujours votre âge à un nombre d'années d'expérience. C'est moins intéressant pour les jeunes parce qu'ils ont peut-être 6 mois d'expérience voilà, à cause de stage. Mais par contre, quand on est senior et qu'on porte le poids du senior, au moins, on peut s'appuyer sur 10 ans d'expérience dans ce domaine, 20 ans d'expérience. Mais ne donnez pas votre âge. L'âge n'est pas une compétence. Mmh. Voilà. Tout à fait. Pour rebondir sur ce que Nabat précise, est-ce que le recruteur ne se dise pas forcément que tout ça finalement c'est faussé? Vu que le candidat se prépare, il va quelque part dire des choses que le recruteur a envie d'entendre. Eh bien, alors tu vas sûrement compléter, Christelle. Moi, je dirais que non, parce que vu que nos réponses, on va les préparer en fonction, là je parle comme si j'étais un candidat, hein, vu que les réponses, on va les préparer en parlant de nous, forcément, elles ne seront pas identiques à un autre candidat. Donc, non, ça ne peut pas être faussé puisque vous serez authentique. Et ça, c'est aussi la clé de la réussite d'un entretien, c'est d'être authentique tout en étant précis dans les éléments qu'on va aborder. Mais voilà, l'authenticité et la transparence, elle est toujours appréciée par un recruteur, vraiment. Je te rejoins, ne mentez jamais. Mmh, Soyez vous-même et les mmh. exemples que vous donnez vraiment doivent vous correspondre. Par exemple, il y avait aussi la question des défauts qui revient souvent. Quels sont vos défauts, vos qualités? Alors si j'ai un petit message. Si on vous demande quel est votre plus grand défaut, ne dites pas que vous êtes trop Ah perfectionniste. oui, s'il vous plaît. Moi Parce aussi, qu'il je dis pareil. une demande. Parce que sachez qu'il y a à peu près 80%, voire 90% des candidats qui répondent à cette question, je suis trop perfectionniste. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que trop perfectionniste, c'est bien de le dire en défaut parce que du coup, c'est un Ça se avantage. transforme en qualité. Oui. Sauf qu'on l'a dit à tous les candidats. Donc voilà, trouvez. Alors là, je ne sais pas si Karine sera de mon avis, mais moi, je vous conseille de donner des vrais défauts. Et d'ailleurs, quand vous préparez un entretien, préparez-vous plutôt à développer vos expériences, à développer des exemples, mais ne préparez pas à l'avance. Si on me dit mes défauts, je vais dire ça et ça. Pourquoi? Parce que quand on a peur, et dans un entretien, obligatoirement on a peur, on peut tout oublier. Donc, il vaut mieux, alors qu'un cheminement de pensée, on ne l'oublie pas. Un exemple, on va l'oublier, mais pas un cheminement de pensée. Donc, il vaut mieux se dire, je donne n'importe quel exemple, mais mon cheminement, c'est de le rendre positif et professionnel, plutôt que se dire, je dirais ça et ça, et au moment où on nous pose la question, ben on ne sait plus. Parfois, vous savez qu'il y a des candidats qui ne savent plus comment ils s'appellent. Non, mais C'est à vrai cause que du stress, il faut le mais savoir. Hein, alors pareil, oui, si je peux me permettre, c'est un conseil aussi que je donne, toujours, c'est normal d'être stressé lors d'un entretien. Le recruteur aussi peut être stressé. je Parce que ça peut être confirme. un très gros enjeu pour lui effectivement et peut-être qu'il a vraiment décidé de vous recruter et ça peut être un gros enjeu pour lui parce qu'il a une pression énorme du manager ou de son responsable qui dit: «Mais il me faut quelqu'un, rapidement». Donc le recruteur aussi peut être stressé. Ce que je veux dire en fait, c'est que vous avez le droit d'être stressé. Par contre, ce qu'attend de vous le recruteur, c'est que vous soyez capable de surpasser ce stress durant l'entretien. Que vous soyez un peu stressé pendant les 5-10 premières minutes, que vous perdiez vos moyens, peut-être en répondant à une question, hem aucun problème avec ça. Parce que même le recruteur peut lui aussi bafouiller à un moment donné lorsqu'il va vous poser une question. Par contre, c'est votre capacité à rebondir, c'est votre capacité aussi à savoir s'arrêter quand vous faites des phrases trop longues, d'explications interminables. Il vaut mieux des fois s'arrêter et reprendre le cours de ce qu'on va dire. Alors vraiment, je m'excuse Christelle parce que j'ai pas du tout envie de t'interrompre, mais il nous reste 19 minutes pour Alors, aborder donc sur un petit peu la partie. Alors le fameux sondage quand même, je vais quand même honorer la réponse de tous nos participants qui ont bien voulu répondre au sondage. Donc, on va partir donc sur une autre période, enfin sur une autre partie de notre échange, donc sur la partie effectivement comment on va conclure, comment je remercie, comment je relance, parce que c'est important aussi hein, toute cette notion-là. Aussi préciser bien entendu que tout ce qu'on vous donne comme astuce, conseil, ça n'a pas été posé comme question, mais ça peut être envisagé. Aujourd'hui, de plus en plus, il peut y avoir des entretiens qui se font en visio, en vidéo. Je parle vraiment d'entretien, hein, pas de vidéo de présentation que vous envoyez à un recruteur. Vraiment, j'ai un échange comme là en Zoom, par exemple, avec un recruteur. Tous les conseils qu'on vous a donnés, bien sûr, sont valables, hein, bien entendu. Donc, pour recadrer un peu sur les
quelques minutes, les 18 minutes qui nous restent à partager donc avec nos participants. Donc déjà, on a vu l'aspect question. Il y a l'aspect donc pour ou contre prendre des notes durant l'entretien. Donc le résultat du sondage, c'est 80% sont pour, 20% sont contre. C'est bien. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous, nous, Alors, nous, nous donner ton avis et après on va glisser effectivement sur sur la comment on fin. conclut et comment je remercie et il y aura un autre petit sondage. Alors, la prise de notes, c'est un vrai sujet parce qu'il y a, à l'heure actuelle, où on écrit moins, où les gens fonctionnent beaucoup plus avec des prises de notes via portable, etc. C'est vrai, et je parle pour les jeunes, hein, sont beaucoup moins habitués à prendre des notes. Mmh. Certains candidats disent, mais moi, il n'est pas nécessaire que je prenne des notes, j'ai une très bonne mémoire. Et je leur réponds, mais comment voulez-vous que moi, recruteur, je sache que vous avez une très bonne mémoire? Je n'en sais absolument rien. Pourquoi la prise de notes est intéressante? C'est parce que ça vous permet de montrer aux recruteurs que vous êtes motivé. Quand on est de l'autre côté, quand on vous parle d'un poste, quand on vous parle d'une entreprise et qu'on voit que vous prenez des notes, on a l'impression qu'on vous intéresse. Et donc que vous êtes motivé. Pourquoi la prise de notes est intéressante aussi? C'est qu'elle peut vous donner une contenance. Pour peu que vous ayez un porte-document avec comment dire, comment on appelle ça, avec des feuilles qui vous permettent de noter, vous avez quelque chose en main, quand on tremble, etc. Bon, ben ça, voilà, ça donne une contenance. Et puis les notes vont vous servir ensuite parce que après l'entretien, il y aura peut-être quelque chose à faire grâce aux notes. Et puis la fameuse question, quand on pose une question à la fin, et du coup on va arriver à la fin de l'entretien, bien le fait d'avoir pris des notes, ça peut nous aider à formuler une question si nécessaire. Donc la prise de notes, oui. Attention néanmoins au stylo que vous utilisez parce qu'il y a les stylos qui font cling-cling et que nous, qu'on utilise en tant que recruteur parce que si on vous pose une question qui vous met en difficulté, obligatoirement, vous allez faire ça avec le stylo et on l'entend et on sait que ça va vous déranger. Attention, moi je vois parfois des cahiers avec plein de feuilles dans n'importe quel sens. Dites-vous que cet outil qui va vous servir à prendre des notes va aussi être regardé par le recruteur. Donc oui, oui, oui à la prise de notes. Et attention pour les jeunes, ne prenez pas des notes comme si le recruteur était un enseignant, parce que du coup, ça va vous faire paraître encore plus jeune et avec encore moins d'expérience. Voilà, donc la prise de notes, un grand oui. Juste une dernière chose, j'avais vu une question tout à l'heure, on parlait des défauts, j'ai juste pas terminé sur les défauts. Les défauts, vous pouvez donner un vrai défaut. Ce qu'il faut, c'est développer ensuite. Par exemple, je suis désorganisé. Vous pouvez le dire parce que ça vient en mode réflexe. Par contre, pas justifiez-le, développez-le. J'ai tendance à être un petit peu désordonnée chez moi, mais je me soigne. En gros, c'est je suis consciente de ça, mais je me soigne. Et voilà ce que j'ai mis en place dans le cadre de mon travail pour être efficace. Voici mes méthodes pour être efficace. Donner de vrais défauts parce qu'en mode réflexe, on se souvient de nos défauts, mais par contre, développer, rendez ces défauts positifs et reconnaître une de ces erreurs et un défaut et mettre en place des actions pour ne moins l'avoir, c'est quelque chose de très positif pour les recruteurs. Donc ça, c'était pour terminer. Les questions. Alors oui, tout à fait. Alors du coup, je vais enchaîner sur le deuxième petit sondage parce que voilà, on arrive à… Donc, je te laisse La parler de question la de la fin. conclusion. Oui. Voilà. Donc, à la fin, vous allez, alors là, c'est dans 100% des entretiens, vous avez toujours le recruteur qui vous dit, avez-vous des questions? Et vous, c'est la fin de l'entretien. Là encore, vous ne savez plus comment vous vous appelez. Vous êtes au bout de votre vie. Vous avez envie que ça se termine, même si ça s'est bien passé, mal passé. Et votre cerveau est en moins bon fonctionnement qu'au début et vous ne savez pas quelles questions poser. Donc, on a des candidats qui nous disent oh ben non. Non, non, je sais pas. Donc, ça me fait manque de motivation. C'est pire. C'est presque pire. Certains disent non, merci, nous avez tout dit. C'est un peu dommage. Moi, je vous conseille de toujours garder une question pour la fin. Donc, si vous avez pris des notes, c'est encore mieux parce que vous pouvez en avoir une. Mais si vous avez tout oublié, il y a une question qui ne mange pas de pain et qui montre votre motivation, qui est quelle est la suite du processus? Mmh. Est-ce qu'il va y avoir d'autres entretiens? Vous me donnez une réponse dans combien de temps? Comment ça se passe? Quelle est la suite du processus? C'est une question légitime pour un Exactement. offreur de service par rapport à un client qui souhaite savoir quand il y aura une réponse. Ça, c'est une première question qu'on n'oublie pas en général. Il peut y avoir d'autres questions qui n'ont pas été traitées. Ça, votre prise de notes vous aidera à identifier ces questions. Vous avez une question un peu comme celle de la fin du pitch pour les plus courageux. Encore une fois, pour les plus courageux, et seulement si elle vous correspond, c'est de dire que pensez-vous de moi à ce poste?
qu'est-ce que vous pensez de ma candidature? C'est à double tranchant. Mais je vois Karine en tant que Ouais. recruteur qui dit oui. Alors, est-ce que ça te plairait, toi, qu'un candidat te dise qu'est-ce que vous pensez de moi à ce poste? Oui. Oui, clairement. Et je pense que c'est une manière aussi de se positionner en fait pour le candidat, parce que ça veut dire que il assume d'une manière complète avec tous les échanges qu'il a pu avoir avec le recruteur, le fait d'être déterminé, et ça peut être un moyen aussi, si on sent que le recruteur est un peu flou et boute en touche et dit, enfin, ne donne pas d'indication, ça peut être un moyen aussi pour le candidat de lui dire, bah, écoutez, sincèrement, j'étais ravie d'échanger avec vous sur ce poste. Ça confirme encore plus tout l'intérêt que j'ai pour les missions que vous pourriez me confier si j'ai intégré votre entreprise. Donc c'est aussi, ça peut être un moyen en tous les cas de rebondir et d'enfoncer le clou si à un moment donné on a un peu perdu nos moyens quand on nous a demandé nos motivations, parce que comme tu le dis, des fois on est un peu stressé et même si on s'est préparé, on n'arrive pas à redire exactement les choses et les éléments comme on le souhaiterait. Et là, c'est la fin, donc finalement on lâche un peu, on est peut-être un peu plus à l'aise. Enfin, en tous les cas, moi je pense aussi, on a tout donné quoi quelque part, donc ça peut être le mot de la fin. On peut laisser du coup une note positive et c'est ce que le recruteur peut retenir aussi. Et il peut Voilà. répondre, il y a certains Et il peut recruteurs qui répondre, vont bien sûr, répondre et ça qui vont peut dire oui permettre ou non. aussi de lever un frein. Il y a un recruteur qui peut très bien dire, écoutez, moi, vous m'intéressez, mais j'ai peur que euh, vous habitiez trop loin, par exemple. Bon, ben, on va lever ce frein. Oui, j'habite Tout loin, à mais j'ai fait. prévu de venir en moto. Parce que Oui, parfois, dans un entretien, les freins n'ont pas été levés. Donc, exactement. cette question, je la conseille. Alors, je voyais que Tanguy nous mettait une petite anecdote sur une prise de notes faite à partir, enfin, un candidat qui envoyait des SMS pendant un entretien. Je vous conseille de ne pas avoir votre téléphone portable pendant un entretien parce qu'il peut sonner, parce que c'est un manque de savoir-vivre. Ça ne montre pas une agilité avec le digital pour moi. Et donc, par rapport au candidat que vous évoquez, Tanguy, moi, je pense que moi, je déconseillerais. Je pense qu'il faut rester sur un format papier pendant l'entretien. Donc, l'entretien s'est terminé. On a posé la question de la suite du processus. Donc, a priori, on sait si on va avoir un autre entretien, quand a lieu la réponse. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive chez soi? Est-ce que tu fais ton sondage? Alors donc justement, il nous reste 10 minutes d'enregistrement pour pas que, comme la dernière fois, le replay soit coupé. Donc, dans 7 minutes, Christelle, je te dirais qu'il nous reste 3 minutes. Donc là, sur la partie mail de remerciement, il y a encore des participants qui répondent. Mais en gros, la tendance, et franchement, ça me fait très plaisir de voir ça, parce que ça prouve que ça a évolué. 75, presque 80% des candidats nous disent oui, je suis pour. Après, est-ce qu'ils le font? Finalement, j'ai peut-être mal posé ma question. J'aurais peut-être dire est-ce que vous le faites oui ou non? Il y a un pas entre je suis pour et je le fais, mais globalement, la tendance est de dire oui. Donc Alors, là, quel franchement, conseil peux-tu nous donner, Christelle? tu peux être fier des Mm, étudiants et des mm, alumni mm, Academy parce que sachez que la moyenne en France, c'est une personne sur 10 seulement mm, qui envoie un mail de remerciement. Le mm. mail de remerciement, c'est fondamental. Ça Oui. montre votre motivation. S'il y a seulement un candidat sur 10, autant que ce soit vous. Et c'est là où la prise de note prend tout son sens, c'est que vous faites un mail de remerciement en 3 parties. La première, vous remerciez, ça c'est normal et légitime, pour la qualité de l'accueil, le temps qui a été consacré, qui vous a été consacré. La deuxième partie, vous réexpliquez ce que vous avez compris du poste. Et là, la prise de note est hyper utile. Vous dites, j'ai bien compris que le poste intègre ça, ça et ça comme mission. Et vous faites un petit résumé. Et dans la troisième partie, vous renouvelez votre motivation. Je pense que je suis la bonne personne parce que je pourrais vous apporter ça, ça et ça. Mm. L'avantage du mail de remerciement, déjà, c'est que vous vous démarquez des autres. Mais c'est que quand il arrive dans la messagerie du recruteur, ça fait passer votre candidature en premier puisque c'est rajouté à votre CV et à tout le reste. Et vous initiez une relation avec le recruteur qui est intéressante parce que quand vous allez relancer le recruteur, si on devait relancer un recruteur, je vous conseille de relancer au bout d'une semaine. C'est beaucoup plus facile de relancer un recruteur quand il y a déjà eu un mail et quand on a initié une relation d'échange. Tu Alors, m'as enlevé les mots de la bouche, Christelle. voilà. Et pour ceux qui sont partis sans l'adresse de leur recruteur et qui ne peuvent pas envoyer de mail, vous passez un coup de fil à l'entreprise en disant Exactement. j'étais en rendez-vous avec
Karine Echassou, aujourd'hui, je dois lui envoyer un document, pouvez-vous me donner son mail? Et il y a zéro souci par rapport à ça. Et vraiment, vous marquerez la différence. Exactement, comme tu le disais, et tu vois, c'est là où je vois une participante qui dit: «Je suis pour, mais je n'ose pas». Alors déjà, si vous êtes pour, déjà bravo, vous faites déjà un premier pas dans la direction de le faire parce que ça veut dire que vous savez que c'est pertinent de le faire et que ça va être, effectivement favorable parce que oui, très peu de candidats le font ou n'osent pas le faire. Si, vous osez le faire, vous allez forcément vous démarquer. Le recruteur va énormément apprécier parce que c'est humain, parce que vous le remerciez et il est content d'être remercié, quel que soit, voilà l'entretien que vous avez eu. En tous les cas, le recruteur va se dire: «Ah ben, il est vraiment motivé ce candidat ou cette candidate. Elle a vraiment envie d'avoir le poste». Donc peut-être même ça va le faire réfléchir de nouveau sur votre CV. Peut-être qu'il avait mis un peu de côté, il va peut-être effectivement le remettre au-dessus de la pile et se dire: «Tiens, finalement le candidat que j'avais déterminé comme le plus pertinent, il est peut-être pas autant motivé et finalement c'est cette personne-là qui ressort. Donc vraiment, vraiment, je vous assure, et je le dis à toutes les personnes, que ce soit des étudiants ou des personnes en recherche d'emploi, ce mail de remerciement, vraiment, il est déterminant pour vous pour la suite. Et comme le disait si justement Christelle, il légitime aussi votre relance. Je me permets du coup de faire la transition vers ça, sur la notion de relance. Le recruteur, donc, poser la question en fin d'entretien, effectivement, quel est le processus? Dans combien de temps pensez-vous clôturer votre recrutement? Ça ne veut pas dire pensez-vous, enfin, sans forcément être, comment dirais-je, un peu trop direct, mais poser la question de dire, OK, on s'est rencontrés aujourd'hui. Dans quel délai souhaitez-vous enfin, boucler ce recrutement? Ça vous permet d'identifier dans quel délai vous allez pouvoir relancer effectivement et être légitime dans votre relance. Et si entre-temps, vous avez fait ce mail de remerciement, j'anticipe un petit peu sur ce que tu vas dire, Christelle, ben, vous allez pouvoir effectivement être au bon souvenir du recruteur parce qu'il aura eu un entretien, il aura eu un mail de remerciement et il dira: «Ah bah tiens, c'est madame X ou c'est monsieur Y. Ah oui, oui, je me souviens bien». Donc voilà, il nous reste 6 minutes, Christelle, pour terminer sur Alors, la notion de relance, Alors, effectivement. justement, pour le mail de remerciement, renvoyez-le le jour même ou le lendemain, mais ne dépassez pas 48 heures, hein. C'est ce qu'on conseille vraiment, c'est de renvoyer très vite. Ça, c'est pour le mail de remerciement. La relance, il faut la faire sous une semaine, soit par mail si on est plus à l'aise à l'écrit, soit, comme on le disait lors du premier live, ne pas hésiter à le faire par téléphone. Et Karine, il fallait rajouter quelque chose concernant, parce qu'il y en a de plus en plus, à cause du Covid, les entretiens via Skype, via Zoom, donc les entretiens à distance. Donc tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, ben, c'est à faire pareil quand on est comme ça en visioconférence. Ce qu'il faut rajouter, c'est attention parce qu'on a certains candidats par exemple qui mettent juste le haut en se disant la caméra ne va voir que le haut et qui sont en bas de pyjama pour leur entretien en visioconférence et à un moment l'ordinateur se décale et on le voit. Faites attention aussi au fond que vous allez utiliser. Testez aussi, testez votre tenue, testez la couleur, testez pourquoi pas le maquillage, testez le son. En gros, testez vos appareils. Donc là, on ne va plus aller faire un repérage de l'entreprise, mais on va faire finalement un repérage de son environnement informatique. Et ce qui marche bien aussi, c'est de mettre un tableau ou une sorte de planche en bois ou d'utiliser un mur que l'on met derrière l'ordinateur avec des anti-sèches. On sait qu'à un moment, on doit parler de tel élément, tel élément. Si on les met autour de l'ordinateur, voire sur l'ordinateur et que ce n'est pas pris en compte par la caméra, cela peut être intéressant dans une visioconférence. Il faut aussi penser à sourire et à la posture parce que sinon, on peut en faire ça beaucoup ça, on avance, voilà, donc réussir à se caler et regarder le mur derrière. Moi, j'ai un triangle, tu vois, on le voit bien, je trouve. Oui, c'est ton auréole, J'ai Christelle. eu une auréole pendant toute la visioconférence. Voilà, donc vérifiez quand même tous ces points parce qu'il va y avoir, à cause des mesures de sécurité, de plus en plus d'entretiens qui se feront à distance. C'est vrai. Alors, je me permets juste de revenir sur ce qu'on disait en amont par rapport, effectivement au feedback que le recruteur peut demander au candidat. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus utilisé et sincèrement, moi je le fais systématiquement. Pourquoi on le fait en tant que recruteur? Parce que déjà, je crois que c'est indispensable. Le recruteur, il prend du temps pour vous répondre et pour vous donner une réponse favorable ou défavorable. Mais vous aussi,
en tant que candidat, vous pouvez prendre du recul par rapport à l'entretien que vous avez passé et confirmer ou infirmer effectivement vos motivations à intégrer une structure. Et le fait de faire un retour et un ressenti vis-à-vis de l'entreprise, c'est aussi une manière de vous positionner en fait. Et dans cette notion de positionnement, ça fait écho avec ce que recherchent la plupart des recruteurs, c'est-à-dire des professionnels, des personnes impliquées et qui se projettent dans leur poste en fait, en dehors effectivement de toutes les compétences, savoir-faire que vous pouvez apporter. Donc vraiment, je vous assure que cet exercice-là, de faire un feedback aux recruteurs et de se positionner, il n'est pas anodin parce que c'est votre manière d'expliquer à votre futur employeur, si vous avez envie d'intégrer cette structure, comment vous voyez votre poste. Comment vous allez vous investir dans ces missions, si toutefois vous êtes effectivement intéressé par les fonctions. Et si toutefois vous ne l'êtes pas, moi, je vais vous dire encore une fois, à chaque fois aux candidats, je leur précise, si votre retour il n'est pas positif, aucun problème. Et comme je dis toujours, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas dans la vie. Donc, il vaut mieux faire un retour négatif, poli et expliquer pourquoi, parce qu'on a une autre opportunité et être transparent, plutôt que de planter, entre guillemets, le recruteur et ne pas lui donner d'informations. Je ne sais pas si tu me rejoins par rapport à ça, sur cette notion de positionnement en tant que candidat à l'issue d'un entretien. Il faut savoir se positionner, quelle que soit la réponse. Oui, alors il faut toujours maintenir le lien parce qu'un recruteur fait partie de notre réseau et peut nous amener des opportunités. Mmh. Alors moi, Oui. je nuancerai par rapport à Ah, toi, mais c'est parce que je suis du côté un peu candidat. C'est que je trouve qu'il ne faut jamais dire non à un recruteur tant qu'on n'a pas une autre offre par devers soi. Tu vois d'accord. ce que je veux dire? C'est-à-dire que Oui, oui, je oui, pense en candidat effet. et plus on a d'offres, plus on peut négocier. Et je pense qu'il vaut mieux ne pas dire non tant qu'on ne sait pas ce qu'il peut y avoir à côté. Mais ça, c'est En parce effet. que voilà, je suis un peu Non, non, plus mais côté candidat. tu as raison. Alors, 1 minute donc pour annoncer la thématique du prochain live. Bien sûr, pour déjà remercier évidemment tous nos participants. Vous avez été encore plus nombreux à nous rejoindre et merci beaucoup. On est ravis. On espère vraiment avoir répondu à toutes vos questions. Bien sûr, merci Christelle pour tous tes conseils si pertinents, si bienveillants. C'est un plaisir d'animer ces lives avec toi. Merci à notre équipe technique. Merci à Arnaud Merle qui était en back-office avec nous. Merci à Tanguy pour tous ses conseils aussi. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour donc notre troisième live qui va effectivement aborder la notion de comment se rendre visible sur les réseaux sociaux, hein, donc et comment ben voilà utiliser les réseaux sociaux pour sa recherche d'emploi. Voilà, quelques secondes, Christelle, pour conclure et Merci à à, bientôt. merci à tous et dites-vous que vous avez de la valeur. Osez en entretien, osez être vous-même et rappelez-vous que vous êtes des offreurs de services et pas